and takeoff. Press set. 80 knots check. Air France, ça dépend vos bonsoir de Tango 3 et niveau 0 est gauche et attendez. Et bien bonsoir de... Oh, c'est bon, ça va être par l'attend Air France, en deux ans. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to Route Air Flight already 401 to London Heathrow. Et bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Tiens, regarde, ça commence. Et c'est Natabouille qui prend sa carte des 11 mois et qui te souffle dans le cou. C'est Natabouille, regarde, c'est la responsable. Bah voilà, Natabouille. Bravo Natabouille. Ouais, il va avoir un torticolis encore. Ouais, ma matin, je vais me lever comme ça. Hop. Voilà. Bonsoir. Natabouille lève la manche à air. Bonsoir à tous. Alors, bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans la zone aéro, j'espère que vous avez passé toutes et tous une très bonne semaine, ravi de vous retrouver, avec un studio qui marche, et ça fait plaisir. Et un deuxième, sub les amis, et c'est Yurden, la modération en force. Merci mon petit Yurden pour ton, combien, 11e mois? Non, 24e mois. Ça souffle dans le sud. 2 ans, bravo, et pour le torticolis, tu vois. Il te cherche, hein, Jordan aussi là. Ouais. Ah ouais. Bon, les amis. Je serai pas là la semaine prochaine, hein, si j'ai un torticolis. Mais si tu seras là, tu verras. On est donc ravis de vous retrouver pour cette émission qui est tant attendue, voilà. Parce qu'elle avait déjà été rapportée une fois. Et ce soir, normalement, ça marche et l'image, le son et tout ça, ça devrait être bon. On va demander je aux pense. gens. On va demander aux gens. Alors, on va demander. Vous nous entendez? Oui. Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que ça saccade? Est-ce que si vous voyez des petits éléphants roses, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne chaîne? Oui. 5 sur 5. Oui. D'accord. Alors, il y a Natabouille, on va saluer tout le monde. Ouais, vas-y. On va saluer tout le monde. Alors, il y a Free Flight qui est là. Il y a l'équipe de modération. Donc, j'ai vu MMG7F. J'ai vu Yurden qui est là. J'ai vu Julot qui est là aussi. Il y a Lord Gibus. On a Sébastien Cognot, qu'on retrouvera la semaine prochaine, qui est connecté. Salut Seb. Qui est-ce qu'on a encore? Lord Gibus, je l'ai dit. J'ai vu... Alors, attendez, hop, c'est ici. Voilà, il faut que je vienne là. Alors, on a Arnaud Robin que j'ai vu passer, Fingergold 04, Harry SD13, oulala, et un nouveau follower, Tuturs RN. On a Nicotine 70, Chromza, Eol, Serge Beurrier, Toilette Pepper Kit, on voit tout, hein. On voit tout. Merci en tout cas les amis d'être présents pour cette émission. On se croirait à Longchamp avec des noms de chevaux. Ouais. Ah, micro Nico pas ouvert. Non. Il est pas ouvert? Non. Ah ben c'est pour ça. Voilà. Vous l'entendiez par le mien. Bienvenue Tuturs SRN. Bienvenue dans la zone aéro. C'est tant mieux parce que bravo. Pour entendre mes bêtises. Ouais, bah maintenant on t'entend. Voilà. Alors. Les amis, avant toute chose, merci aux derniers followers, dont les derniers qui sont arrivés il y a quelques instants. Merci aux abonnés. Et on rappelle que si vous désirez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire. Vous pouvez prendre un sub sur la zone aéro. Ça se passe en dessous de votre écran. Ici, là, les boutons doivent être par là. Vous cliquez dessus, ça vous coûte à peu près 2 cafés, l'équivalent de 2 cafés. 3 € et quelques pour 30 jours et vous avez 0 pub pendant les émissions. Donc, et en plus, ça nous soutient pour développer tout ce qui va bien, tout le matériel et tout ça. Donc si vous pouvez le faire, n'hésitez pas, ça nous aide beaucoup et on vous en remercie. Si vous êtes abonné Prime, en plus c'est gratuit pour vous, parce que vous pouvez transformer votre... Ah, ça a commencé, je n'entends rien, l'image est saccadée. Est-ce que c'est bon chez tout le monde ou est-ce que c'est spécifique à Harry SD13? Dites-nous dans le chat, dites-nous, parce que là pour nous... Visiblement, c'est pas saccadé. 5 sur 5 sont les vidéos. Donc c'est chez. Pour Gibus. Voilà. Donc non, c'est fluide chez moi. Donc c'est bon chez moi. C'est chez Harry. C'est fluide. Voilà, parfait. Voilà. Et bienvenue Pic Lady 53 000. C'est bon Arnaud. Merci Arnaud. Je le disais, vous pouvez via Amazon un compte Prime. Et d'ailleurs, on va vous l'afficher tout de suite dans le chat. Non, je ne vais pas pouvoir vous afficher. Si un des modérateurs peut le faire, parce que là, j'ai pas les fonctions, n'hésitez pas. Prime Gaming, ça vous abonne pendant 30 jours gratuitement. Donc voilà, vous avez aussi cette option-là pour éviter d'avoir de la publicité, des coupures pendant les directs Twitch.
Voilà. De quoi allons-nous parler aussi? Alors, on reçoit qui déjà aujourd'hui? Eh ben, on va le voir dans un instant quand on va déposer le plan de vol. Juste avant, la boutique qui est lancée avec des polos comme ça là, qui sont arrivés, on en a quelques-uns. Normalement, c'est fonctionnel. S'il y a des soucis, vous nous le dites. Et enfin, on vous en a parlé la semaine dernière de notre ami Francky qui nous avait fait une petite surprise. Ah oui, c'est bon, on va le montrer. Voilà. Regarde. Regardez ça, les amis. C'est pas beau. Donc, grand merci à notre ami Francky. Francky qui nous a fait cette production. Donc, airbornedesign.fr. Et d'ailleurs, cette création, vous pouvez la retrouver parce qu'il l'a mis sur sa boutique, les amis. Si vous la voulez. Si vous la voulez, vous pouvez la commander. En plus, on le dédicace, hein, on est comme ça. Oui, voilà, on vous la signe pour vous. Vous venez et puis on vous la signe. Voilà. Donc, Julo, tu pourras partager, si tu peux, le lien de notre ami Francky qui nous l'a envoyé. Et voilà, bienvenue, Run to the Sky. Si Francky nous regarde, je vais le contacter parce que j'aurai peut-être besoin de lui. Eh ben, je lui ai dit et il attend ton mail. D'accord. Voilà. Une affiche parfaite pour décorer la porte des toilettes. Alors, Free Flight, je ne sais pas si tu as lu ce que j'ai marqué sur Discord, on a dit oui, sauf ça. Donc voilà. Déjà, Free Flight, ban. Attends, déjà, quel côté de la porte des toilettes? Ah oui, si c'est de l'autre côté, c'est pas mal. Merci Julo, voilà le lien qui s'affiche. Le lien de la création de l'affiche de la zone aéro. Bon, en tout cas, merci à lui, ça fait plaisir. C'est vrai que c'était une belle surprise. Bon, c'est cool. On pourrait le mettre à l'intérieur et puis nous admirer. Hein, ou le mettre à l'extérieur. Mais toi, t'en as une aussi. Hein, donc, ouais, j'ai la mienne. Faire avec, hein, doucement avec les toilettes. Ouais, la mienne, je l'ai eue, elle était pas encore. Couloir off course, il a dit. Il a lu l'intérieur, évidemment. Bon, allez, les amis, on dépose tout de suite le plan de vol. Allez, c'est parti, plan de vol. Et voilà, Nico il dort. Donc on va le réveiller, attention, regarde bien ce qui va arriver. Hop. Ah, c'est la musique. Hein. Plan de vol du terminal. Vous avez vu, en plus on a mis des couleurs là. Dedans, on améliore les choses. Hein. Alors, actualité du terminal dans un instant, il y a 5 petites news à vous partager. Donc voilà. Ensuite, eh bien, on va parler sécurité civile. On va parler lutte contre les incendies. On va parler d'un avion spécifique qui est le Dash 8. Et surtout, on va parler d'un monsieur, le chef de secteur de la sécurité civile sur les Dash, qui sera avec nous dans quelques minutes. C'est Pierre Gouin qui est là et on va revenir avec lui sur sa carrière. Vous pourrez lui poser des questions sur toutes les questions que vous pouvez imaginer à propos de son métier, de sa carrière, de l'avion, des opérations. Moi, je voudrais qu'il précise ce que c'est qu'un chef de secteur dans ce domaine-là. En fait. Et ben voilà, si vous avez des questions comme Nico, n'hésitez pas à les poser sur le chat. On va les mettre de côté, puis petit à petit, au cours des échanges, on les fait apparaître et on en parle comme d'habitude avec nos invités. Voilà, et enfin, fin d'émission, foire aux questions, remise de gaz, comme d'habitude. Les 5 dernières minutes, on parle du programme et des émissions à venir. Et bienvenue à Aviateur 59. Salut Polo d'arriver. Voilà pour le programme de soir, j'espère qu'il vous convient. Et qui est-ce qui s'abonne là? Ah bah c'est Fingergold. Bravo, Fingergold 04. 1000 merci pour ce 4e mois de Prime. Merci beaucoup. La manche à air ne fait que s'agiter. C'est quand je te ferai une farce, je mettrai un éléphant là, avec sa trompe au lieu d'une manche à air. Là, ça va être pas voilà, le rapport avec l'aéro. Hein bon, allez, on a déposé le plan de vol, tout est ok. On démarre l'actu du terminal sans le rapport Dumbo l'éléphant. L'éléphant volant avec sa petite plume là. Tu connais pas? Allez, les actus. Un jour, on invitera Dumbo l'éléphant. Oui, voilà. L'éléphant volant. Attendez, pourquoi on n'a pas le... Si, ouais, je sais pourquoi. C'est ici. Voilà, comme ça on nous voit là. Ben oui. Voilà. Alors... Si on ne voit pas faire le clown, c'est pas la peine. on est parti pour... Hop, les actus. Ah, bah tiens, on a des retours comme quoi l'image est belle. Apparemment, l'image est plus belle. Bah écoutez, tant mieux. Est-ce que c'est dû au formatage et au disque dur? Je ne sais pas. Bon. Non, c'est la couche d'ozone qui... C'est ça, le trou dans la couche d'ozone. Allez, c'est parti. Vous voyez ce superbe Airbus A220 de chez Delta.
Alors figurez-vous que les travailleurs de l'usine Airbus à Mirabel, c'est le nom de la ville, où l'A220, l'Airbus A220 est assemblé, ont déclenché une grève pour avoir des salaires plus élevés et avoir de meilleures conditions de travail. Évidemment, donc, ils sont appuyés par des syndicats qui menacent d'une grève si les revendications ne sont pas satisfaites. Il y a un vote qui a été organisé par l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale, le YAMTA, ce syndicat montre un fort soutien à l'action proposée avec, tenez-vous bien, 99,6% des membres qui sont contre l'offre patronale qui avait déjà été proposée aux travailleurs. Ah, oui. Visiblement, ils ne sont pas d'accord du tout. Il faut savoir qu'environ 1300 personnes travaillent sur la chaîne de production de l'Airbus A220 à Mirabel. Les négociations sur la convention collective ont débuté en novembre 2023 avec une proposition d'Airbus d'augmenter les salaires de 10,25% sur 3 ans. Et ça a évidemment été jugé insuffisant par le YAMTA. Airbus possède une autre usine A220 à Mobile, en Alabama, qui a été acquise après que Bombardier ait vendu le programme en 2018, puisque à l'origine c'est un avion Bombardier qui a été cédé, vendu en tout cas à Airbus. Et donc on prévoit de le rentabiliser d'ici 2026. Les travailleurs continuent de demander des salaires plus élevés pour compenser l'augmentation du coût de la vie. Mais les détails des propositions, on va dire de manière très précise, ne sont pas connus. Leur objectif est de forcer l'employeur à être plus ouvert, notamment sur tout ce qui est revendication. Voilà. Donc ça, c'est la première news. Comme quoi, il n'y a pas que des grèves chez nous. Enfin, que chez nous, en tout cas. Non. Ensuite, vous voyez, il est joli celui-là. Vous allez dire, quel est le rapport? L'Orgibus qui demande, il largue quoi depuis ce Bombardier? En fait, non, c'est l'usine qui s'appelle. Non, voilà, l'usine Bombardier. Regarde, il a mis un petit smiley. Il plaisante. Ah, pardon. Bah oui, c'est bien que l'A220, on largue pas grand-chose avec l'A220. Un pandarou volant, il est tout mignon. Je suis sûr que ça va plaire aux filles, ça. Ah ouais. Un petit pandarou comme ça. Pourquoi on parle de ça? Tout simplement parce que Taïwan, ça, il y a étiquette. Ouais, il y a 87 animaux exotiques, dont un pandarou, qui est une espèce en voie de disparition, qui ont été sauvés de 6 ressortissants indiens qui tentaient de les faire sortir clandestinement de Thaïlande. Oh. Donc les douanes thaïlandaises ont arrêté 5 personnes, un homme et une femme, 4 hommes. 5 hommes et une femme à l'aéroport Suvarnabhumi de Bangkok. Moi je ne veux pas le lire. Oui, mais il est long. Découvrant donc des mammifères, des reptiles, des oiseaux qui étaient cachés dans des bagages qui étaient enregistrés pour Mumbai en Inde. Et parmi les animaux sauvés, on note, tenez-vous bien, c'est parti pour la liste, 29 caméléons, 7 varans à gorge noire, 21 serpents, 4 skinks, 15 oiseaux exotiques, 2 lavoisies, une grenouille et un rat. C'est quand même pas mal. Mais le rat, il ne devait pas faire partie des animaux contrebandés. Non, en plus, j'en ai oublié parce qu'il y a 2 écureuils aux yeux rouges, 2 chauves-souris, 2 singes tamarins, un poisson-tigre, des couscous de Sulawesi. Enfin, il y a pas mal de choses. Les contrebandés ont violé donc plusieurs lois, notamment la loi CITES, visant à protéger les espèces menacées. Et aussi les lois sur le contrôle des maladies animales. Et donc c'est quelle compagnie aérienne? C'est là, on parle pas de. C'était aux douanes, c'était pas encore embarqué dans une compagnie, c'était l'aéroport. C'est l'Arche de Noé, non? Les photos partagées par les douanes thaïlandaises montrent les animaux qui ont été emballés dans des paniers, dans des bacs en plastique et dans des sacs, dans de grosses valises. La Thaïlande donc se classe 2e dans le commerce illégal d'espèces sauvages par voies aériennes selon le rapport de trafic. Donc vous voyez, il ne faut pas le faire. Ouais, non, mais il y a un film comme ça où un avion de ligne avec des serpents dedans, avec Snipe. Wesley Snipes. Ah oui, peut-être. Mais non, un petit message, parce que j'ai encore vu ça aux informations aussi. Ouais. Arrêtez avec vos animaux exotiques, il y a plein de choses. Alors méfiance avec tout ça. Et voilà. Arrêtez avec vos animaux exotiques, laissez-les là où ils sont, et puis c'est point barre. Ouais, et puis même, il y a des règles sur le transport. Tout ça pour vous frimier auprès des copains et tout ça, dire oh, j'ai un varan, j'ai un singe macaque bazar. Non, mais c'est bon, quoi. Ah non, ça me met en colère, ce genre de choses.
Bah oui, ça se sent. Donc voilà, c'était une deuxième news. La troisième news, French Bee, donc la compagnie qui dessert notamment Tahiti. French Bee qui comment dire, est accusé et qui dément suite à un incident qui a impliqué un copilote de la compagnie, French Bee, le SNPL, donc le syndicat national des pilotes de ligne, a informé l'inspection du travail en août dernier. Le copi avait été blessé dans un accident de scooter 2 jours plus tôt, donc 2 jours avant le vol. Ouais, pareil. Et donc c'était un vol transpacifique. Et malgré son incapacité, alors ça c'est ce que lui ramène, et le SNPL, malgré son incapacité signalée, il a été contraint d'embarquer. Et en plein vol, il aurait eu un malaise et il aurait été pris en charge par un médecin parmi les passagers, officiellement pour éviter la panique. Après, seuls ceux qui étaient à bord peuvent le dire. Son retour en France a été suivi d'un arrêt de travail d'1 mois pour une fracture de la côte et une infection au pied. Alors cet incident a entraîné des saisies de l'inspection du travail, évidemment, et de la Direction Générale de l'Aviation Civile. Le SNPL a accusé la direction de French Bee d'avoir mis en danger des membres d'équipage et des passagers en faisant voler un copilote qui était physiquement en incapacité. Oui, c'est clair, une côte cassée. Et French Bee, en fait, dit l'inverse, c'est-à-dire qu'elle nie ces accusations. Elle dit voilà, nous, on a demandé à un médecin de la compagnie de l'ausculter et il n'y avait pas de problème. Il a même embarqué et ça a été décidé conjointement avec le commandant de bord. Donc a priori, il n'y avait pas de problème. Oui, on a un raid. Qu'est-ce qui arrive? C'est Green Tier qui arrive avec 7 personnes. Salut les amis. Bienvenue. Et un petit shoot-out à Green Tier, s'il vous plaît, les amis. Bienvenue dans la zone aéro. On est dans les actus du terminal. Oui, mais à commun accord avec le commandant de bord, c'est pas. Oui, mais c'est pas French Bee et le commandant de bord qui sont blessés. Non, c'est ce que je veux dire. Non, mais oui. le gars et le commandant de bord ont discuté et apparemment ils ont trouvé un terrain d'entente. Ils disent ok, on y va. Donc ça, c'est ce que dit la compagnie. Attention. Oui, oui. On ramène les deux côtés. Bon, la côte, elle est cassée, quoi. Et donc ils affirment évidemment avoir agi conformément à la réglementation en vigueur et avoir autorisé le copilote à voler après consultation médicale. French Bee a également précisé que le copilote n'avait pris que du paracétamol au niveau de son traitement, donc il était apte, que les doses autorisées avaient été respectées et qu'il avait été examiné également par un médecin avant le vol et aussi du coup pendant le vol. L'inspection du travail n'a pas été saisie, mais l'incident a fait l'objet d'une enquête en collaboration avec la DGAC sans avoir compromis en tout cas la sécurité des passagers et de l'équipage. Donc vous voyez, en fait, il y a... Mais non, mais c'est curieux d'en arriver à ce point-là. Je veux dire, le mec il est quand même blessé, quoi. Ça se voit, le mec qui a mal, je veux dire, alors pourquoi, il dit non, je peux pas voler, je peux pas travailler. Surtout dans l'aviation, c'est comme ça que ça marche, quoi. Oui, et d'ailleurs, on va pouvoir parler de santé, on va pouvoir parler de récupération. Ce sera peut-être aussi des questions qu'on pourra poser à Pierre tout à l'heure sur la densité justement du travail d'un pilote, notamment sur la pression avec puis la pression aussi. C'est ça aussi. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Vous dis ça, je dis rien. Si vous le souhaitez. Bon, pression dans l'aviation, ça marche pas bien. Allez, on continue avec pour les 2 petites dernières news de ce soir, le Tracker 07. Vous l'avez vu? Il est ici, il a été chargé hier après-midi. Et donc le Tracker 07 va rejoindre le département 07. L'Ardèche. C'est l'entreprise Capel Oversize, basée dans le Gard, en collaboration avec une association qui s'appelle SOS Tracker 07, qui a assuré le transport exceptionnel. Et merci à Camille qui prend sa carte des 12e mois. Décidément, c'est l'avalanche des subs. Merci beaucoup. Et la rue dans le Gard, respect, exactement. Et donc, il sera exposé où? Alors, là, il est déjà en train d'être transporté. Il est arrivé aujourd'hui, normalement. Il est parti donc le 18, arrivé le 20, donc c'est aujourd'hui. Trajet de 133 km de nuit pour éviter de gêner la circulation. Donc, il a débuté vers 19h30. Et donc l'association SOS Tracker 07 a sollicité cette fameuse entreprise Capel, puisqu'elle a la possibilité de transporter vraiment des gros trucs. Spécialisé là-dedans, et l'objectif c'est de préserver le patrimoine aéronautique et d'honorer la mémoire de 2 pilotes qui sont décédés en tracker en 2005. Le tracker, on précise, mesure 12 mètres de long, 8 mètres 50 de large, il pèse 8 tonnes et il est transporté à l'air d'un ensemble Mercedes spécialement adapté. Cet équipement comprend une remorque qui a été surbaissée, vous le voyez sur la photo, et pendant que on termine, je vais vous mettre cette petite vidéo où on voit le passage du tracker sous un pont. Vous voyez, c'est du travail d'orfèvrerie, pour que ça passe très juste, avec une table élévatrice inclinable de 50 degrés qui permet justement de pouvoir adapter, monter, descendre les obstacles. Et il faut savoir qu'il y a plus de 30 personnes qui ont été mobilisées pour cette opération d'envergure.
qui vise à sensibiliser sur des thèmes éducatifs, culturels et de mémoire les fameux trackers, dont le tracker 07 qui Il y a devrait... une petite anecdote, hein, c'est-à-dire au début ça passait pas, tu sais. Donc le chauffeur dit bah non ça passe pas parce que Faut le camion dégonfler il va. Ouais. Alors il y a un mec qui est venu, il dit bah faut dégonfler les pneus. Tu vois. Alors le chauffeur a dit bah oui mais non mais c'est pas en bas que ça passe pas, c'est en haut. C'est ça en haut, ouais. Oui, classique. Je la connaissais, mais je ne me rappelais plus de la fin. Donc là, vous voyez, hein, il est en train de passer dans les villages. C'est quand même c'est un sacré travail. Ouais, par rapport aux fenêtres, là, je voyais l'empennage, là, c'était. Et alors, en maison, c'est pas loin. Hein. On pourra le voir, justement, ce tracker, il sera exposé à l'aérodrome d'Aubenas. Il sera là. Ah, d'accord. Voilà. À la NAS, ouais. Voilà, c'est ça. Terrain de la NAS, d'accord. Il va basculer sur le côté. Bah non, mais il est attaché, mais ils ont la possibilité de l'incliner pour le faire passer. On demandera à par-dessus Pierre tout à l'heure si la NAS est toujours une base où on peut refueler. Alors, on demandera à Pierre s'il a volé sur le tracker. Il me semble que oui. Donc, voilà. On a quelqu'un qui connaît bien l'avion. Ça tombe bien. Parce que je me souviens, parce que quand j'allais là-bas faire de l'instruction. Voilà. Voilà donc toutes les pour installations le là, tracker. pour mettre le tracker et tout ça. Et oui. Je casse le matériel ici. Et on termine avec cette petite nouveauté, enfin cette actu. Vous avez peut-être vu passer plein d'avions ces temps-ci, un peu partout, notamment sur le centre-France. Et bien, il faut savoir que il s'agit de l'exercice Volfa 2024. C'est un exercice interallié et interarmé qui avait déjà eu lieu en 2022. Il implique plus de 1000 participants et consiste en une série de raids aériens complexes sur l'ensemble du territoire national avec une forte coopération internationale évidemment. C'est aussi ça l'objectif. Il y a des forces conventionnelles de l'armée de l'air et de l'espace ainsi que des armées étrangères qui participent. Vraiment, c'est celui-là. Oula, un nom à rallonge. The One... C'est comment le nom? J'ai pas vu. The One and Only Darth Vader. Ah d'accord, c'est Darth Vader qui vient d'arriver. Bienvenue Darth. Arrêtez de prendre des mots de passe comme pseudo là. Donc l'objectif c'est d'améliorer l'échange, l'interopérabilité entre les différentes armées. Il y a les forces britanniques qui sont impliquées avec un A400M de la Royal Air Force et un soutien logistique. L'exercice comprend également une collaboration entre l'armée de l'air et de l'espace, l'armée de terre avec des scénarios conjoints pour coordonner des missions avec des avions de chasse. On a la marine nationale qui participe également avec une frégate multimission et des avions et des rafales marines. Participation étrangère et collaboration interarmée qui démontrent au plus haut niveau de préparation au combat l'objectif de cet exercice Volfa qui valorise l'expertise de l'armée de l'air et de l'espace dans la conduite d'entraînement de haut niveau. Et cet exercice, organisé par le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, vise à simuler des scénarios adaptés aux nouvelles menaces et à préparer des forces pour les opérations à venir. Alors, qu'est-ce que ça implique ça? Ça implique... Mais c'est la guerre, mon général. C'est un peu ça. Ça implique aussi qu'il va y avoir des perturbations pour des gens qui volent dans le civil. Je crois que j'ai vu passer un A400M hier. Oui, et il y a des brouillages aussi qui ont lieu, donc il peut y avoir un paquet de procédures IFR qui peuvent être impactées, donc on rappelle aux pilotes d'aller contrôler les notables, les notables. Ah bah oui, c'est pour forcément vérifier marqué, que tout est OK avant d'entreprendre un vol, surtout en ce moment, puisque cet exercice est on est en plein dedans. Je me souviens qu'à la NAS, il y avait eu un exercice comme ça, et plein de... Ben, il y en a beaucoup, tous les ans. Plein de militaires, là, et puis il y en a 400M qui étaient venus et tout. Eh oui. Voilà pour les actus de ce soir. Si vous avez des réactions, n'hésitez pas à le faire dans le chat. Et tout de suite, on retrouve notre invité. Allez, c'est parti. Pas de questions. Donc, c'est la séquence Un visage dans les nuages. Évidemment, on va découvrir quel est le profil de notre invité, Pierre Gouin, qui est avec nous juste après le jingle. C'est parti. C'est où? C'est ici. Et voilà, il est là, et la caméra elle est ici. Salut Bonsoir Pierre. Salut Nico et salut Seb. Alors déjà on va faire un petit test son. Ça va bien? Ouais. Est-ce que vous entendez bien Pierre, les amis? Normalement, oui. Logiquement, oui. Alors, récite-nous une récitation du CM2 là, pour voir si le micro il marche. Voilà. Non, on va faire mieux qu'une récitation. On va faire la petite minute de présentation comme on a l'habitude de faire. Ah voilà. Ah bah oui, voilà. Ça sera plus simple, parfaitement bien, nous dit notre ami Jean. Eh ben écoute, c'est parfait. Donc Pierre, comme à la bonne habitude, on va faire la petite minute de présentation. On va déclencher un petit chrono qui va s'afficher ici. Et en 1 minute, eh ben, tu peux nous parler de toi,
de ta passion de l'aéro, de ce que tu veux en 1 minute. Et après, on revient avec le chat, avec tous les gens qui sont là. Pendant 1 minute, ça va être juste. Ouais, mais après, on va approfondir. Après. Voilà. Allez, c'est parti. Top. Le chrono démarre. Eh bien, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Pierre Gouin. Bon, je dirais pas mon âge parce que ça me fait mal. Et j'ai commencé très tôt l'aéronautique à 14 ans sur un petit terrain du Var, du Haut-Var, Vinons-sur-Verdon. Et depuis, j'ai cessé de continuer à voler. Dans différents clubs, Saint-Rémy, le Mazet de Romanel, les Alpilles, sont lieux historiques des records de durée. Alors, on a une vidéo d'ailleurs, Et je crois. on passera après, ouais. Passé par Saint-Auban où on a fait beaucoup de beaux vols et on a formé énormément de compétiteurs. Voilà, regardez, on est en train de zoomer là. On descend, on descend. Et On descend, on arrive, on zoome là. On est où là? le plus beau on est village du système solaire, Vinons-sur-Verdon. Vinons-sur-Verdon. Voilà, Voilà. c'est là où Oh, j'ai fait, il y a Pierre qui va en vélo. Effectivement, j'ai l'âge pas de conduire mais d'y aller en vélo. Voilà. Et puis après Saint-Auban, un petit tour à Air Littoral comme instructeur avion. Pour finir à la sécurité civile depuis 23 années maintenant. Ah bah c'est bien, c'est un beau parcours ça, dis donc. Voilà. Voilà, nickel. On y reviendra, ouais. Voilà. Sacré parcours. On y reviendra Sacré parce parcours. que civil est terminé à la sécurité civile, Ah, c'est un signe. alors que c'était... Ouais. Ouais. Ok. Bon, on rappelle évidemment, alors il y a déjà le chat qui te salue, hein, je vois Freefly qui dit bonsoir, etc. Il y a Anaël, bonsoir Anaël, qui s'est connecté également. Donc, si vous avez des questions à poser à Pierre, vous pouvez le faire, vous vous souvenez, hein, évidemment pendant l'émission, vous posez vos questions dans le chat et on les relaie au fur et à mesure sans aucun problème. Je te laisse démarrer la première question. Bah ouais, alors... Tu es chef de secteur, comme on l'a vu tout à l'heure dans le plan de vol, hein, chef de secteur d'H8 à la sécurité civile. Ouais. C'est quoi le rôle d'un chef de secteur en fait? Qu'est-ce que tu fais? C'est de la paperasse, c'est voler, c'est Je fais beaucoup de paperasse, beaucoup de réunions. Ouais. Et puis avec moi, j'ai 2 chefs pilotes qui vont s'occuper aussi de l'activité. D'accord. Ça ne m'empêche pas de voler, surtout pas, parce que sinon je ne ferais pas chef de secteur. Ah, c'était une Oui, condition. parce qu'on fait ce métier-là pour voler et puis voilà, être Donc, opérationnel. mais ça prend quand même beaucoup de temps au niveau gestion, organisation, puis le relationnel entre notre direction et puis le secteur. Comme au même titre, on a un chef de secteur, le collègue pour les Canadair et pour les biches de sang. D'accord. Donc voilà l'architecture à peu près telle qu'elle est conçue au niveau de la base. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un chef d'escadrille en fait, On peut, qui gère les pilotes et puis c'est lui qui dit bah tiens les avions là ils vont pas, les pilotes voilà, ils, de leur formation, de leur D'accord. maintien de compétences, des stages, c'est un peu l'orchestre du secteur. Quoi. D'accord. Voilà. Mais qui est C'est un secondé sacré par boulot, les chefs pilotes parce que tout seul c'est un peu difficile à gérer. Ouais. Et donc tu as combien de pilotes en dessous de toi Alors en au niveau pilote, on est d'âge? 32 pilotes Ouais. et on a 7 personnels de sécurité cabine, des hôtesses de l'air en fait. D'accord. Ah oui. Voilà, qui sont employés pendant la période de transport, parce que les Dash sont en version de transport. Ouais, parce qu'il faut dire que le Dash ne sert pas seulement à larguer, c'est, à éteindre les feux, mais Tout à fait, c'est un avion qui est hors polyvalent, saison, en fait. on va dire, Voilà, ça sert à transporter des gens. Voilà, des gens ou du fret, peut-être qu'on détaillera sur les différentes configurations de l'avion. Ouais. Mais du coup, il y a pas mal de choses à faire avec cet avion-là et toute l'année. D'accord. Voilà. Bon, c'est une bonne exploitation d'un avion, parce que c'est vrai que les Canadair, on l'exploite que pour larguer, quoi. Et puis, voilà. Multimission. Et c'est pour Ah, ça que c'est c'est le MR, le Q400 MR pour le multirôle. Multirôle. Voilà. D'accord. Ok. Bon. Très bien. Et donc, ouais, je disais, donc, civil, sécurité civile, c'est vrai qu'il y a quelques années, la sécurité civile, pilote de Canadair, c'était réservé souvent aux militaires. Aux militaires, souvent. Hein et maintenant, ça s'est ouvert au civil depuis quelques années. Alors, et, beaucoup de copilotes civils et on va dire très peu, quasiment pas de commandants de bord civils. D'accord. Donc là, actuellement, on est 3 commandants de bord, dont un qui est en formation, pilote civil, un 4e qui va intégrer aussi. Voilà, petit à petit, mais c'est des personnes qui ont quand même une 15-17 ans déjà d'années à la sécurité civile comme copilote. Comme copilote. Déjà un certain vécu. Oui, bien sûr, parce que c'est spécifique quand même comme activité. Et du coup, après, on fait des évaluations et lorsque c'est bon, on les intègre commandant de bord. Alors, est-ce qu'on peut se permettre de dire aux gens, là, aux jeunes qui voudraient devenir pilotes, est-ce qu'on peut leur dire, si vous voulez devenir pilote et que vous souhaitez
aller dans la sécurité civile, allez-y, travaillez pour ça, quoi. On a beaucoup de copilotes Dash Canadair, des jeunes des jeunes, il faut quand même un critère pour pouvoir être accepté au niveau de la sélection, mais on a pas mal de jeunes civils chez nous qui sont copilotes déjà et à la sécurité civile. D'accord, bon, bah c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Parce que moi, à l'époque où... C'est une très bonne expérience. Alors après, on sait que peut-être ils sont très jeunes, ils vont peut-être pas rester toute leur vie à la sécurité civile. Ils vont peut-être partir en compagnie, mais déjà, ça leur fait quand même un bon vernis le jour où ils partent à la sécurité civile. Ils auront vu déjà un panel au niveau de ce qu'on peut faire avec un avion, puisqu'on exploite l'avion aussi bien en ligne au niveau de 150 que à 100 pieds. Non, mais c'est vrai que nous, à notre époque, quand on était jeunes, effectivement, si on voulait aller à la sécurité civile, c'était pas possible parce qu'on n'était pas passé par l'armée. Mais maintenant, les jeunes qui veulent, c'est accessible. Alors, je vérifie, un petit réglage. Voilà. Là, normalement, j'ai mis un petit réglage en plus. Logiquement, ça devrait fonctionner. On va vérifier. Il y a déjà quelques questions qui arrivent. On en prend déjà 4 petites. J'entends rien. Alors qu'il pose une question de Candide. Mais voilà, le terme générique est Canadair. Donc il met ça entre guillemets. Mais quelle est la différence entre un Dash et un Canadair? C'est 2 avions différents. Le Canadair, c'est le type de l'avion. Et nous, c'est le Dash, en fait. Donc on a un avion qui est hydro. Et avec une coque en fait, puisqu'on peut avoir des hydros flotteurs ou à coque. Donc là, le Canadair spécifiquement, le CL415, le CL415, qui a succédé au CL215 qui avait des moteurs à piston. Et on a des avions terrestres tels le Dash 8 ou le Tracker, comme on a vu tout à l'heure, qui partait du côté d'Obona, où c'est des avions terrestres, et donc le ravitaillement et le complément au niveau de la soute se fait sur des pélicandromes, ce qu'on appelle. Voire, petit à petit, on essaye d'inverser le nom, puisque c'est des milandromes, c'est des Milans. Donc on est assez... je comprends. Milan, c'est le nom des Dash, et Pélican, les noms des Canadair. Milan, c'est l'indicatif. C'est l'indicatif radio. L'indicatif radio Milan, du Dash. Et les Canadair, c'est Pélican. Voilà. Alors je comprends la question de j'entends rien, parce que c'est vrai que chez les gens, chez tout le monde, là, il faut un raccourci Canadair. Tiens, il largue pour éteindre les feux, c'est un Canadair, alors que c'est un Dash ou un Tracker. Je me souviens de l'époque où il y avait des DC-8, et j'ai vu voler le DC-8 à l'époque aussi, j'avais vu larguer. Petite question, l'Orgibus et Dash 8 sont des avions, pas hydravions. Cela signifie des missions différentes ou des produits différents qui sont utilisés? Alors des missions différentes, puisque déjà c'est un avion terrestre. C'est un avion qui est dédié à faire de la surveillance, comme on fait l'été, ce qu'on appelle du GAR, du guet aérien armé. En fait. D'accord, donc prêt à larguer. Voilà, on est chargé, on surveille une zone déterminée en fonction des risques qui ont été calculés la veille et confirmés le lendemain. Et après, et donc on va faire de l'attaque initiale en fait, c'est-à-dire qu'on va intervenir sur le départ de feu. Alors que le Canadair, lui, sera plus appelé sur déjà un feu qui sera établi, et lui va faire de la lutte. D'accord, et vous êtes là déjà... Ils vont être déjà plus nombreux sur le feu, alors que nous, on va intervenir dans un premier temps tout seul. D'accord. Et donc le Canadair, à partir de 4 avions, vont faire des rotations. C'est une Noria, on appelle ça de Canadair. Ils vont faire des rotations assez rapprochées pour pouvoir, vu qu'ils vont travailler à l'eau, il y a besoin d'avoir des largages assez répétitifs. C'est vrai que j'ai vu travailler les Canadair là en Ardèche. C'est impressionnant quand on voit 7 Canadair tourner, partir pour aller écoper l'eau, puis revenir et puis faire une sorte de circuit, passer le truc, hop, et puis repartir là. C'est impressionnant. On se partage, on va dire, un peu le chantier aux ordres du pompier qui est au sol, puisque c'est lui le directeur des opérations. Alors c'est ça ma question. C'est donc. T'es prêt, t'es gardien, là, t'es prêt, t'es chargé de retardant, on va dire. C'est ça. Voilà. Et qui c'est qui te donne l'ordre d'y aller? Il y a quelqu'un au sol déjà? Il y a deux possibilités. Soit on voit la fumée avant les pompiers, et donc du coup, on va descendre. On est en contact radio avec le centre départemental, en fait. On va les prévenir. Et à ce moment-là, si on arrive sur zone qu'il n'y a pas de pompiers, qu'il n'y a pas de population à proximité du chantier, à ce moment-là, on va prendre la décision de largage et on ira larguer, on fera le premier largage pour essayer de contenir le feu à son départ. Et si c'est un barbecue? Après, dommage pour lui. Si c'est un barbecue, il y a du monde. Voilà. Donc quelqu'un est prévenu. Mais c'est ça. Ma question c'était, est-ce que vous, du haut de votre cockpit, est-ce que vous pouvez voir et décider de dire, si on a le moindre doute, on ne va pas intervenir. On va faire un compte rendu et puis, bien sûr. En général, il y a toujours une caserne qui est pas très loin en fait, et on va attendre que
du pompier. Il n'y a pas un autre avion plus petit qui pourrait descendre un peu plus bas pour voir mieux Alors si, il y a les avions départementaux, les ORUS, ce qu'on appelle, c'est les avions d'aéroclub en fait, avec un pilote et un pompier, qui sont aussi les yeux du CODIS. Et ils leur font un compte rendu en fonction du... D'accord. Pas tous les départements sont équipés de ce type d'avion. Mais dans le Gard, je crois que c'est un Cessna 172. Je crois que du côté de Perpignan, c'est un 172 parce que je crois qu'ils ont un caravane aussi. Il y a un caravane aussi, puis ils font des images aussi avec des d'accord. Ils ont les caméras. Ok. Quelques petites réactions. Lord Gibus, toujours bientôt un A400M modifié si les infos sont bonnes. Alors, elles sont bonnes, oui et non. On a vu des photos avec des essais, mais pour le moment, ça s'arrête là. Voilà. Donc, c'est à titre expérimental. Et voilà. Ça fait un moment parce que tu en avais déjà parlé, c'est bon, il me semble. Ça fait un an déjà que c'est sorti, puis après ils n'en ont plus parlé, puis ça revient. D'accord. C'est à titre expérimental pour le moment. Ça, on va en parler après. Oui, j'entends rien. Des 747 largeurs d'eau de retardant en France bientôt. Ouais, ils voient les choses en gros. Parce qu'aux États-Unis, ils font déjà ça avec des avions de ligne. Oui, le terrain s'y prête. Est-ce que chez nous. Éventuellement, dans les Landes, ça pourrait éventuellement sur des terrains. Très grandes forêts, Mais après, pour tout ce qui est terrain escarpé, accidenté, au nord de Nice, Alpes-Maritimes, la Corse, les Alpes, enfin, les Pyrénées, enfin, tous ces coins-là, c'est juste pas possible. Puis les coûts doivent pas être les mêmes non plus. Ouais, non. Voilà. Un de vol de 747 par rapport au Dash. Je pense que. Donc voilà pour cette réponse. Combien de tonnes de charge ou largable pour le Dash 8 ? Alors 10 tonnes sur le maximum qu'on peut emporter, sachant qu'au départ on va mettre un tout petit peu moins du fait que on fait un compromis entre le kéro dans les ailes. Ah oui, donc quand même un ratio à respecter. Et puis voilà, pour avoir on est limité avec la masse max au décollage. Mais au fur et à mesure qu'on va consommer du kéro, effectivement, la soute sera pleine et donc on aura nos 10 tonnes de retard. Voilà. Donc vous pouvez décoller avec le plat, mais pas... Et on peut se reposer à condition qu'on ait déjà consommé suffisamment de kéro et d'avoir la masse max à l'atterrissage. À partir de ce moment-là, on pourra se reposer. Sinon, on a des zones de délestage. Et vous ne pouvez jamais décoller avec la soute pleine de retardant et les carburants pleins ? Il y aura 9 tonnes 5 et le retardant, on ne peut pas faire le plein des réservoirs complets. D'accord. Ouais. Ok. Alors... il y a des questions qui arrivent encore. Allez, on va poser ces 3 petites dernières questions. On garde celle d'Aviateur 59 qui nous fera une bonne transition. Comment s'entraîne, c'est Toilette Paper Kit qui pose cette question, comment s'entraîne un pilote de Dash pour les opérations de largage ? Est-ce que vous pouvez travailler en simulateur ? Alors, un simulateur, pour le moment, on n'a pas de simulateurs qui sont équipés avec le système de largage. Ouais, d'accord. Voilà, donc du coup c'est de l'entraînement avec l'avion et on a des zones, d'ailleurs depuis la semaine dernière, on a repris l'entraînement sur ce qu'on appelle des cibles départementales et qu'on active d'une semaine sur l'autre et du coup, alors on a une zone, la R107 qui se situe à côté au nord de la ville de Marseille, près du village de Hallot en fait, et là elle est activée tout le temps et donc c'est ce qu'on appelle le pylône du roi et c'est là où on va travailler à l'eau uniquement, et dans les entraînements, on travaille à l'eau. Donc aussi les Dash, vous les remplissez d'eau. On peut travailler dans les pays suivant le moment, on n'a pas le choix, il n'y a pas de retard. Et sinon, après, on commence à, ne serait-ce que pour la formation et le training, on va sur différentes cibles. Ça va des cibles du 0,6 au 11, les Pyrénées, le 0,7, le 30, le 26. Voilà. On a des cibles un peu de partout dans les pays. Et donc c'est des zones qui sont fermées, il n'y a pas de randonneurs, il n'y a pas tout ça, c'est quand même... C'est déclaré en préfecture. Et donc les gens sont sensibilisés. Normalement, il y a des panneaux qui disent interdit d'y aller. On fait des tours de sécurité, des passages blancs, enfin voilà, on assure vraiment la sécurité. D'accord. Okay. Alors, c'est quoi le mélange le retardant, c'est composé de quoi exactement? C'est une espèce d'engrais du polyphosphate en fait. Ouais. Ça arrive par sac à Aix-les-Milles en fait. Ouais. Et la société Perimeter, Biogema, transforme cette poudre en fait. Ils font leur petite mixture, on dirait une grande cuisine là-bas. Une grosse marmite. Voilà, une grosse marmite. Et donc ils transforment ce produit-là et après ils nous le livrent sur les différents terrains. D'accord. Et c'est avec de l'eau? C'est de l'eau et de la poudre. Et de la poudre, d'accord. Ils sont obligés de mettre dans des cuves avec un mixeur. D'accord, pour que tout le temps ça soit remué. Sinon, la poudre, elle va se déposer au fond, et à la fin, ça finit comme du ciment, en fait, et c'est plus exploitable. Et tu sais comment ça agit sur le feu, en fait, le retardant, ou ça agit avant? C'est légèrement visqueux,
Ouais. Et donc ça enveloppe, parce qu'on ne va pas larguer sur la partie brune, on largue sur la partie Ouais, claire. c'est. Ouais. Voilà. Donc ça va envelopper les végétaux, Ouais. et donc ça va retarder le point éclair, et donc ça va retarder le développement du Le feu. feu. Ça va le D'accord. contenir à un certain moment. Oui, bien sûr. Quand on larguait sur les gros feux de l'Andiras avec des puissances thermiques énormes, Ouais. le feu il passait, ça restait pas longtemps, quoi. Il passait assez vite Ah ouais. dessus. Ah ouais, donc, D'accord. Ok. Ah, c'est intéressant, tu vois, je savais pas tout ça. Mais c'est de la poudre et de l'eau, ça fait Ouais. comme Ouais, du comme tang, les milkshakes, pareil. quoi, ouais, comme du tang. position qu'on ne nous dit pas tous, c'est le secret. Mais non, mais après, il secret faut. industriel, et Mais- du coup, voilà, on peut pas. Ouais, puis après. Il y a de l'argile, il y a plein de. Après, l'objectif, c'est que justement, c'est que ça retarde le feu, quoi. Il faut que ce soit Alors oui, efficace, d'ailleurs hein, c'est ça, c'est retarder le feu, c'est pas forcément l'éteindre, Non. mais c'est permettre aussi aux copains qui sont derrière de venir. de Les pompiers, venir. après, de venir intervenir, et voilà. Ouais, ok. Et on Donc peut c'est- poser ce qu'on appelle des barrières de retardant, pas forcément en bordure du feu, mais à T plus 10 ou plus 30. D'accord. Ouais. Donc, pour d'accord. anticiper le déplacement Ouais. du feu. D'accord. C'est vrai qu'une fois qu'il est installé, le retardant, Ah, il va juste rester après. jusqu'à la prochaine Ah ouais, pluie, bah, quoi. en d'ailleurs, fait. on le voit dans la région, il y a quelques roches rouges. C'est pas de l'ocre, c'est du retardant. Il y a quelques bâtiments maisons aussi. hein. aussi. Sur les Il y a quelques bâtiments des là, fois, sur la base de Garon. Là, Tu veux repeindre, Alors c'est marrant parce que j'ai entendu une petite anecdote qui est certainement fausse. Où c'était un mec, un pilote de Canadair qui était jaloux et puis qui larguait sur les bâtiments. Parce que, enfin bref, toute une histoire rocambolesque. Mais en fait, non, il y avait eu un feu juste à côté et puis Non, les c'est ça, bâtiments avaient morflé, quoi. Alors, on a des petites questions qui arrivent un petit peu de tous les côtés. Alors, avant de continuer sur les questions qui sont là, il y a Ouais. des questions. Alors, on va faire passer celle de Seb parce qu'elle est intéressante. Elle va dans le thème de ce qu'on parlait dans un instant avec les moyens. Que penses-tu de l'utilisation des H225, donc là on n'est plus sur des hélicos dans l'avenir, les hélicos. pour faire de l'extinction de feu? Et bon, ils ont été beaucoup utilisés en 2022 sur les feux de la Gironde, en fait. Donc, grosse capacité aussi. C'est assez pratique lorsqu'il y a ce qu'on appelle du périurbain, c'est-à-dire des habitations. Ah oui, Donc, il faut on peut faire du cibler. largage ponctuel sans abîmer ne serait-ce que les habitations avec le largage, en fait. C'est un super puma. Donc, ouais, c'est ça, Parce tout que à je fait. savais pas. Super. Ouais. Donc il y en a eu plusieurs de loués. L'opération s'est reconduite en 2023, sauf que 2023 c'est une année un peu plus calme que 2022. Donc voilà. Tant Mais mieux, c'est un quelque moyen part. complémentaire aux moyens aériens. Ok. Et on va... petite question aussi que j'ai vu arriver ici, alors je ne vais pas pouvoir l'incruster. Y a-t-il une réglementation particulière ou des règles concernant justement les activités sur feu par rapport à l'aviation classique? Alors il y a un SUP-AIP qui est mal connu, on va dire, des usagers. Et donc il y a une bulle qui se crée automatiquement à partir du moment où les moyens nationaux arrivent sur le chantier. Et donc 5000 pieds au-dessus et 5 nautiques de rayon autour. Et c'est impénétrable, sauf pour les avions de lutte feu de forêt ou de l'assistance, les dragons, voilà. Et donc cette bulle-là, elle se déplace avec le feu. Donc on prévient aussi l'organisme de contrôle qui gère la zone dans le secteur pour leur dire, voilà, on déclenche cette bulle-là et du coup, il faut qu'ils fassent éviter les avions, les curieux. Et qui est-ce qui coordonne ça justement? C'est qui est-ce qui dit bon bah voilà, la bulle on l'active à... C'est les pilotes qui préviennent le contrôle en disant attention, il va arriver plusieurs avions qui vont travailler sur le chantier. Donc mettez ce truc en place en fait. Mais non, à partir du moment où il y a de l'activité feu de forêt et des moyens nationaux qui sont dessus, ça se crée automatiquement. Quoi, en fait. Ouais. Voilà. Ah ouais, et quand on a fini, les contrôleurs de Marseille sont assez aguerris avec ce truc-là, puisqu'on fait souvent. On a fait souvent des gros feux à proximité de l'aéroport, en fait. Ouais. Donc eux, ils savent. Voilà. Quand on a été à Bordeaux, ils ont eu un peu de mal à s'adapter à ce truc-là. Après, on les a briefés, on leur a montré le texte, qu'ils n'étaient pas forcément au courant de ce texte-là. Et je crois que c'est le 13.1.2. Ok. Ah bah, chef de secteur, hein, il connaît. Hein. Donc voilà, et petit à petit, on fait l'information et on envoie aussi à chaque début de saison dans les aéroclubs, les clubs de voile à voile aussi, justement cette réglementation-là. Et pour faire un petit rappel, on dit attention,
S'il y a un feu de forêt, on ne va pas faire le curieux dessus. D'accord. Ouais. Voilà. Alors justement, ma question là, qui vient d'arriver, c'est est-ce que vous avez déjà été embêté par des curieux en avion qui passent à côté On a des avions qui peuvent tourner à proximité, avec de tout, parce qu'on peut être aussi bien mené à larguer près d'une zone où il y a des parapentes, Ouais, bien sûr. des ULM, enfin voilà, tout ce qui peut voler, les drones maintenant. Ah oui. Donc du coup, on essaye de faire un peu le ménage quand on arrive, de Bah oui, ce qui voilà, traîne, c'est ça. de donner l'info au contrôle et d'essayer de voir, via le pompier au sol, de gérer aussi cette activité-là. Ok. Ouais. Bonne remarque de Run to the Sky qui dit concernant la bulle de protection, est-ce qu'on peut considérer que c'est comme une ZIT, donc une Tout à zone fait. d'interdiction temporaire? Tout à fait. C'est ça? Oui. Voilà. Voilà. Zone d'interdiction Ah temporaire. bah, on a des experts dans le chat. Et salut Martin qui est là. Salut la zone. Ah, salut Martin. Lord Gibus, je suppose nautique aérien. Ah oui, d'accord. Ok. Et il y a The One and Only Darth Vader qui dit la coordination aéroterrestre c'est une spécialité de la DGSCGC, la direction de la sécurité civile. La sécurité civile. Reconnue comme une référence dans plusieurs pays. Alors justement, ça amène une question. Les Français sont reconnus pour leur expertise en la matière? Tout à fait, et on fait même de la formation, il n'y a pas si longtemps que là. Tout à l'heure, tu parlais de l'interopérabilité, ben, on fait exactement pareil avec les autres pays. Et on les forme au simulateur à Nîmes, en fait. On a une salle avec des simulateurs. D'accord. On forme de manière à ce que si eux viennent chez nous ou nous on va chez eux, on parle le même langage, on essaie d'appliquer les mêmes méthodes, procédures, de voilà. travail. Et donc c'est quelque chose qui monte en puissance petit à petit. D'accord. En plus Alors, avec le réchauffement de la... Est-ce que les autres pays sont équipés pareil? Je veux dire, Alors, ils sont équipés- là où il y en a souvent, tu vois, Alors, c'est surtout Portugal, c'est Espagne. surtout des pilotes de Canadair qui viennent, puisque c'est en gros l'arc méditerranéen avec les différents pays sont équipés avec des Canadair. Ouais. Et comme ils travaillent en Orient, en fait, il y a plus d'intérêt pour eux, à la limite, au niveau formation, que nous, avec Dash, on travaille avec avions isolés et on a très peu de D'accord. renforts étrangers avec ce type d'avion, pas D'accord. du tout. Quoi. Ouais. Ils n'ont pas les flottes étrangères, ils n'ont pas de Dash, eux, ils ont que du Le seul Canadair. Dash qu'il y a, c'est la société qui nous les transforme, c'est Conner, C'est d'accord. basée au Canada, et donc ils peuvent venir en renfort, comme ils ont fait l'année dernière chez nous. Enfin, je veux dire, Voilà, c'est- les Espagnols, les Non. Italiens, ils n'ont pas de Dash, ils n'ont pas de. Il y a beaucoup d'Air Tractor. D'accord, Voilà, des qui- petits trucs. Voilà, Alors- qui sont basés à Béziers, par exemple. Là, Ouais, c'est- il y en a c'est deux, des- ouais, je des me souviens. Espagnols aussi. Ah ouais. Voilà, donc, Et est-ce que de c'est l'allocation départementale, en fait. est-ce que des petits avions comme ça peut être c'est efficace en Alors, fait? ça peut être efficace, mais pareil, il faut que ça soit prépositionné un peu de partout, de manière à ce qu'ils puissent intervenir assez rapidement sur un départ de feu, Ouais. étant donné qu'ils ont des vitesses de transit qui sont relativement faibles. Ouais. D'accord, ouais. Et du coup, Béziers, ils interviennent dans le département de l'Hérault, Ouais. et donc ils arrivent sur plein de petits départs de feu à pouvoir aller larguer sur la zone. Donc c'est le nerf de la guerre finalement, c'est est-ce le temps Sur d'intervention. le temps, c'est 10 minutes. Ah ouais. D'accord. Ouais, donc du coup, il y a un calcul à faire. Est-ce que vaut mieux plusieurs Air Tractor disséminés? Voilà, après, Combien ça coûte Ouais. Ah oui, pour, c'est, par faut rapport faire- à un Dash et puis qu'il puisse il y a aller un peu compromis, plus il faut vite faire et puis le ouais, bon voilà. compromis, quoi. Ouais, puis c'est pas encore, c'est pas encore les mêmes missions non plus exactement. Mais bon. Il y a deux petites questions qui arrivent, qui sont pas sur le chat, qui sont ici. La première question, c'est à quelle hauteur vous larguez vos charges? Et la deuxième, puisque c'est un peu lié, quel est le volume? Donc on a parlé dans un Dash, mais en comparaison aussi avec les Canadair et les trackers, et combien de temps pour recharger quand Alors, vous revenez? La première question, le volume. On a, comme j'ai dit, 10 tonnes dans le Canadair de Rotterdam, dans le Dash et dans le Canadair, c'est 6. Ouais. 6 tonnes d'eau. Et le tracker, c'était 3 tonnes 5. Voilà. D'accord. Et tu as volé sur tracker? Et j'ai volé, j'ai fait ma formation pilote feu de forêt et chef de Noria sur tracker pendant 4 années. Alors, Je suis passé du Chef de Noria. Quand j'étais embauché à la sécurité civile, je suis arrivé sur le Biche 200, qui est l'avion d'observation, de transport, de liaison. Et de là, je suis passé après sur le tracker. Tracker. Voilà, tracker turbine, malheureusement. Il restait encore le tracker piston, et ça, j'aurais bien aimé. Faire un peu du s'en Pratt est et Whitney. passionné. C'est un peu comme les motards, ils veulent faire de la Harley Davidson, quoi. Bon, ça n'a pas été possible, mais bon, voilà, j'ai fait mes armes sur le tracker, et puis après, je suis parti sur le Dash. et c'était un monopilote déjà à l'époque?
Le tracker était en monopilote. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu préfères, le Dash ou le Tracker? C'est ce que je voulais demander. C'est vraiment deux avions différents. Le travail, en plus, est différent puisqu'on travaille en Noria, donc on travaille toujours à 2 trackers. J'ai bien aimé, mais j'adore le Dash. Pour le tracker, sa partie multimission. En fait. Voilà. Et le tracker, tout seul dans l'avion, il y a peut-être le côté, entre guillemets, j'allais dire chasseur, tu vois ce que je veux dire. Ça, mais voilà, guerrier. Se retrouver dans l'avion monopilote, quoi, en fait. Voilà, pas de travail en équipage. Comme les pilotes de Mosquito et trucs comme ça, quoi. Très intéressant et voilà, très technique aussi, parce que c'est un avion très facile à piloter, mais un peu piégeux suivant les domaines de vol. Donc il fallait faire très attention, surtout quand on était chargé en début de vol. En fait. D'accord. Les Tracker Fire 4 ont le plus beau logo. On sent le parti pris. Là. Alors, il y a plein de questions. Vous inquiétez pas, on les pose au fur et à mesure. Donc, vous pouvez la poser une fois, on la met de côté. Il n'y a pas de souci. On parlait justement donc de ton entrée dans la sécurité civile, mais avant. Comment ça s'est passé pour arriver jusque-là? Ah ouais, un peu plus en détail. Alors, parce que ça, c'est ma petite question aussi que j'aime bien. Est-ce que tu faisais des maquettes quand tu étais gamin? Comment tu vivais ta passion? C'est Paolo qui t'a distancé. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de travailler à la sécurité civile? Donc voilà, on y arrive. Donc, comment tu vis ta passion quand tu étais gamin? Le fait d'habiter à Vidan avec le terrain de vol à voile qui était à proximité, puisque j'y allais à Mélo, il y avait 4 km, donc c'était très pratique. Effectivement, j'ai commencé par le modèle réduit. La piste de modèle réduit, elle est sous la vente arrière planeur à Vinon. Et du coup, voilà, j'ai eu une opportunité un jour, on m'a proposé de faire un baptême de l'air. Et depuis, j'ai plus quitté le voilà. En fait, Il faut descendre maintenant. Il va faire nuit, il faut descendre du... À 14 ans, j'ai commencé, et puis après, j'ai subi le lâcher à 15, brevet à 16, et puis c'était parti, quoi, en fait. D'accord. Planeur, là, tu dis. C'était que planeur. Voilà. C'est plus jeune que l'avion, en fait, Voilà. Et puis après, j'ai eu l'opportunité de trouver un job sur le terrain du Mazet de Romanin, à Céramide-Provence, en fait. Et là, j'ai commencé comme treuillard pour faire décoller, parce que je n'étais pas encore instructeur. Donc j'étais dans un camion avec le câble et je faisais décoller les planeurs pendant tout l'hiver. D'accord. Voilà. En termes de planeurs, il y a des gens bien informés qui m'ont dit que tu avais fait de la voltige en planeur. Oui, de l'instruction. On peut faire de la voltige en planeur. Donc on a commencé à en faire à Saint-Rémy avec les premiers planeurs certifiés voltige. Et après, j'ai continué à Saint-Auban, on avait vraiment des planeurs spécifiques voltige. Qui continuent à faire des concours internationaux, qui participent au championnat du monde. Donc oui, c'était vraiment c'était du pilotage, quoi, en fait. Alors ça se pilote un petit peu comme le Cap 10, sauf que là on n'a pas de moteur. Et donc c'est avec l'énergie qu'on a au départ, l'énergie potentielle, qu'on va gérer notre programme de voltige et développer les figures de voltige. Ok. Tu vois, Run to the Sky, un modéliste, c'est forcément quelqu'un de bien. Alors, est-ce que donc, tu faisais du planeur, donc tu avais l'ambition de devenir pilote professionnel, je suppose? Ah bon? Non, pas du tout. Curieux. Non, parce que bon, j'étais pas... Je ne suis pas issu d'un milieu aéronautique, donc je ne connaissais pas trop comment ça se passait. Et à l'époque, le planeur, quand on voulait vraiment continuer à travailler, dans le vol à voile, on essayait de viser le centre national de Saint-Auban, où il y avait à l'époque, c'était le SFA. Et voilà, donc un super outil où étaient formés tous les instructeurs, en fait, avant que ça soit délégué dans les clubs et les régions après plusieurs années. Donc c'était un peu mon objectif après quand j'étais à Saint-Rémy, j'ai dit et du coup je suis allé à Saint-Auban, mais j'ai pas pu rentrer au SFA parce que ça s'est arrêté de recruter. Donc j'ai été embauché au centre, à l'époque c'était le centre de formation et de haut niveau, le CFHN, le centre de la fédération de vol à voile qui s'appelle maintenant la fédération de vol en planeur. Ça a changé, c'est vol en planeur. D'accord. Et c'est là, donc là-bas j'ai travaillé 10 ans. D'accord. Comme chef pilote adjoint et j'étais en plus responsable technique. Donc je faisais l'entretien de tous les planeurs. Et là c'était que planeur, je veux dire, tu n'avais pas de licence d'avion? Si, parallèlement quand j'étais à Saint-Rémy, j'ai fini mon brevet avion pour être pilote remorqueur. Voilà, et puis après à Saint-Auban, j'ai continué, j'ai passé instructeur avion, j'ai passé le pilote professionnel. Ah ouais, tous ces... J'ai passé l'hiver, mais bon, ça a duré, je ne pouvais pas faire ça. D'un seul coup, Du coup, après Saint-Auban, je suis parti à Air Littoral. Ah oui, donc anciennement l'ESMA. C'est l'ESMA, c'était l'ESMA. D'accord. Là, j'ai fait instructeur pilote professionnel. D'accord. Et de là, en 2002, janvier 2002, j'ai intégré la sécurité civile. D'accord, donc... et comment... Donc, 2022, 22 ans.
Donc tu étais instructeur là, Air Littoral. Et tu as vu une petite annonce? Comment ça s'est passé? Non, parce que quand j'étais à Saint-Auban, les pilotes de la sécurité civile venaient à Saint-Auban faire des stages vol. D'accord. Donc pendant 10 ans, j'ai côtoyé, formé quelques-uns. Là. Et du coup, c'est par l'intermédiaire de ces connaissances que gardé contact. Il y avait une sélection et voilà. D'accord. Du coup, tu as passé la sélection. Ouais. Tu y avais déjà rêvé avant ou tu te dis, tiens, ça serait bien? Non, parce que pour moi, c'était inaccessible. C'était pas... Ah, voilà. Et je ne savais même pas qu'il y avait des biches de sang à l'époque, des avions de liaison ou des petits trucs à côté pour organiser. La sécurité civile. Pour moi, c'était le Canadair et le tracker. Voilà. Ouais. Il y avait déjà des Dash en 2000? Pas du tout. 2005. C'est récent. 2005, le premier. 2005. D'accord. Déjà. Et direct, toi, tu es arrivé sur Dash au moment de l'arrivée des avions? Non, genre en 2010. J'ai fait la QT en 2009 et 2010, janvier 2010, j'ai commencé les premiers. Ouais. D'accord. Ok. Alors, quelques petites questions dans le chat qu'on a mises de côté. Première question de Harry SD13. Quel est le chemin de progression pour un copie qui arrive de civil et qui veut faire carrière sur Dash à la sécurité civile? Eh bien, il faut qu'il ait déjà les critères pour se présenter. Donc actuellement, il faut avoir l'ATPL théorique, la MCC, il faut l'UPRT. En fait, il faut les critères pour pouvoir rentrer en QT CS25. Oui, donc comme en ligne en fait. Voilà, comme en ligne. Et donc on demande 500 heures de vol, dont 100 heures IFR. Voilà, ça c'est pour copie de Dash. Voilà. Okay. Si on veut faire pilote de beach, c'est 1500 heures de vol et 500 heures d'IFR, c'est un petit peu plus, parce que c'est un avion qu'on va piloter en monopilote. Ouais. On peut le piloter aussi en IFR s'il y a besoin, donc on demande un peu plus de... Et on fait aussi du vol, la Corse, c'est un secteur un peu particulier, avec de l'aérologie particulière, donc quand on se retrouve dans un beach de sang, il faut avoir déjà un petit peu de recul et d'expérience. Ouais. D'accord. Ok. Et après, il y a une qualification de type comme n'importe quel avion. Là, c'est actuellement, on a nos collègues qui sont rentrés de Toronto il n'y a pas si longtemps que ça, la semaine dernière, où ils ont fait. D'accord. Donc ils vont là-bas au Canada, là, voilà. Et puis. Et là, on est en train de les transformer sur l'avion. Sur avion. Ok. D'accord. Ce qu'on appelle une sorte d'AEL, quoi. Adaptation en ligne. Alors, au début, là, ce qu'on fait, c'est le VHL, ça s'appelle. C'est le vol hors ligne. D'accord. Voilà, il faut justifier qu'ils fassent en formation 6 tours de 6 atterrissages. Une fois qu'ils ont fait ça, ils vont faire apposer leur licence, sur leur licence la qualification de type. Ouais. Et à partir du moment où ils ont fini ces 6 tours de piste, là, ils ne peuvent plus voler tant que c'est pas apposé. Ils peuvent le faire avant, mais ils ne peuvent plus voler. Voilà, donc là, ils devraient l'avoir assez rapidement. Et puis après, on va attaquer les vols. Formation transport d'abord, bombardier d'eau, et puis c'est parti. D'accord. Alors, ça rejoint une question justement de Toilette Paper Kit qu'il a posée tout à l'heure. J'avoue qu'on entend souvent parler de la sécurité civile pour les incendies, parce qu'effectivement on en a parlé, mais quelles sont aussi les autres missions qui vous sont dédiées, notamment en Dash? Les missions, donc le Dash, on fait tout ce qui est la partie transport, puisqu'on a une version transport, un avion de ligne, tel que Bombardier le sort. Donc, au profit du ministère de l'Intérieur. Comme tu disais tout à l'heure, c'est pour ça qu'il y a du personnel de cabine, des hôtesses, tout ça. D'accord. Voilà. On peut faire des missions humanitaires. D'accord. On peut faire des missions. On a été en Turquie, amener des pompiers quand il y a eu le tremblement de terre. Haïti, quand il y a eu le tremblement de terre aussi, donc en passant par la route nord. D'accord. Combien de temps après ça de vol? On a mis 3 jours pour y aller. D'accord. Voilà. C'est pas transatlantique un Dash, il faut refueler en cours de route. J'ai ramené un Dash 8 justement de Vancouver il y a 3 ans maintenant, et on est passé par le pôle Nord, l'Islande, et puis on est redescendu. D'accord. Super intéressant. Donc plein de missions, avec une possibilité aussi d'avoir une version fret, donc on met que des palettes dedans. Et on a fait ça de l'humanitaire pour l'Ukraine, quand il y a eu le début de la guerre en Ukraine. On se posait limite frontière et on amenait des médicaments. Voilà. Alors, il y a Ron Toudessé qui dit: je confirme, en tant qu'ancien CRS, Milan 75 m'a conduit en mission en Corse. Voilà. Ah bah voilà. Comme quoi Milan 75. Ok, alors justement, dans ces mêmes types de missions, parce qu'on parlait de missions humanitaires il y a quelques instants, c'est Anaël qui demande le Dash en configuration médicalisée. Est-ce que c'est encore d'actualité? C'est toujours d'actualité, puisqu'on a le kit qui est à Nîmes en fait. Le seul truc, c'est que pour le moment, on n'a pas vraiment eu le temps de s'en occuper, de pouvoir l'installer. Il a été installé quand on a acheté l'avion, hein, bien sûr, le kit est là.
Donc là, il faut qu'on arrive à le mettre en place, le développer, et, monter les procédures, parce que voilà, c'est quand même assez complexe. Oui. Médicalisé, il y a le médical en plus, donc il y a une réglementation particulière. Ouais. Et du coup, mais c'est un kit qui peut être utilisable. D'accord. D'accord. Et ce serait utilisé par qui? Par l'armée alors du coup pour aller chercher des blessés Pour la période du Covid par exemple, ah oui, puis éventuellement utilisé, voilà, Et bonsoir à Denis qui vient d'arriver. Alors reste avec nous les amis parce que après on va aller faire le tour de l'avion avec Pierre. Et oui, il y a des images. Il y a des images. On a tourné des images ce matin. Justement, grâce à Pierre, alors il faisait du brouillard. C'était pas le grand bleu. Du brouillard dans le sud. Oui, mais on vous a prévu quand même un petit tour de l'avion et on va en discuter. Pierre va nous expliquer un petit peu l'outil de travail qu'est le Dash 8. Avant, deux petites dernières questions. Quelle est, et c'est 0K qui pose cette question, la précision d'un largage? On parle de quelques dizaines de mètres, quelques mètres. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a des relevés GPS qui sont faits? Comment est-ce que ça fonctionne? Pas du tout, ça se fait tout au jugé. Et donc on peut dire quelques mètres, ça serait un peu prétentieux, mais quelques dizaines de mètres, on arrive à larguer assez précisément. Étant donné que, je crois que je n'ai pas répondu, la question c'était aussi tout à l'heure la hauteur de largage. La hauteur de largage, oui. Et donc la hauteur de largage, pour donner un ordre d'idée, c'est entre 100 et 150 pieds. Donc ça fait 30 mètres. Voilà, à peu près 30 mètres, c'est pas on bien, va dire une envergure de dash, puisqu'il fait 28 mètres 42 exactement. Donc voilà, si on met un dash sur la tranche, en fait ça fait à peu près la hauteur de largage. Mais bon, tout dépend aussi du relief. Ça dépend du relief du vent, mais de toute manière ça ne servira à rien de vouloir larguer plus bas. On n'obtiendra pas l'efficacité. Parce qu'il faut que ça s'étende aussi. Il faut que le retardant puisse se répandre un petit peu sur la végétation. D'accord. Il y a déjà eu des pompiers qui se sont retrouvés rouges, non? Oui, les pompiers, après, des voitures, ils se mettent en sécurité, mais bon, alors ils ne prennent pas la grosse masse du largage, c'est ce qu'on appelle la queue du largage. Donc ça fait un peu brumisateur, ils peuvent, avec le vent, ça rafraîchit. Ça pousse. Et puis alors, est-ce qu'il y a déjà eu une situation où des pompiers étaient coincés par le feu et vous étiez là pour les sauver en fait? Ça, on travaille ça en formation pour les pompiers au sol, puisqu'on intervient nous pour la formation des pompiers, pour le guidage des avions, justement. D'accord. Et on fait aussi pour les exercices du largage, ce qu'on appelle largage de sécurité. À ce moment-là, on va fractionner la charge et on va larguer beaucoup plus haut. De manière à vaporiser sur les véhicules, puisqu'eux vont se mettre en autoprotection dans les véhicules. En fait, d'accord. Les camions, maintenant, c'est comme des cabines d'avion, ils sont pressurisés. Ils ont plein de tuyaux de partout autour et ils ont une quantité d'eau qui est réservée pour l'autoprotection. Et donc, ça va arroser le camion, et donc ça va maintenir une bulle en température et ça va permettre au moins le temps que le feu passe et ça va les protéger à l'intérieur du camion. D'accord, S'ils n'arrivaient pas suffisamment à se protéger, on peut intervenir avec et puis larguer carrément dessus. Et tout. D'accord. Voilà, on a répondu à cette question. Autre question, est-ce qu'il y a des as, entre guillemets, dans les pilotes, des personnes qui vont être plus précises que d'autres? Non, il n'y a pas des as, il n'y a pas de héros, il y a juste des pilotes qui essayent de faire leur boulot. Après, c'est l'expérience qui fait... Qui essayent de faire leur boulot. C'est un peu comme un jeune pilote, un jour il va faire un bel atterro, le lendemain il va un peu se rater, là ça va dépendre des conditions du jour, de l'environnement, de la fatigue du pilote. Mais aussi l'état d'esprit, est-ce qu'il est bien luné en général on n'a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, ça se passe toujours bien et au niveau précision, c'est très rare de rater un largage. Sauf si on a un problème technique au niveau de la soute. Ça m'est déjà arrivé que la soute, en croyant larguer une demi-soute, il y a toute la charge qui est partie et malheureusement ça a repeint une maison qui était un peu plus loin. Parce que c'était pas prévu que la soute reste ouverte aussi longtemps. Alors, est-ce que tu as une anecdote où tu as eu peur? Peur, non. Surprendre, oui, par de l'aérologie. D'accord, ça doit être... c'est bien fait secouer en Corse, en fait. Mais après, peur, non. Enfin, quand je dis peur, c'est le truc, comme tu dis, surpris. Puis... Oui, voilà, ça c'était... là, ça se coud, quoi. C'est ça. L'archibus qui dit, mais j'avais demandé vert, pas rouge. On n'a pas le choix dans les couleurs, en même temps. Question de Chromza. Et je ne sais pas si c'est la première fois dans le chat ou pas. Bonjour, mon CV était déposé pour le secteur d'achat. Chromza. Comment se passent les phases de recrutement?
Alors, les phases de recrutement, c'est en deux parties, on va dire 3 parties, c'est-à-dire que les CV, ils arrivent, ils sont analysés, étudiés. À l'issue, il y a un présélectionnement au niveau des CV. Après, les personnes sont convoquées. Ouais. Et ils vont faire des tests psy sur la base de Tours, au CERPER, en fait. C'est des tests qui ont été adaptés à notre métier, à la sécurité civile. Voilà, parce que c'est des experts, c'est eux qui font les tests pour les pilotes de l'armée. Voilà. Ouais. À l'issue, ça consiste en quoi, en gros? Alors, c'est des entretiens, pas comme Air France, mais c'est des entretiens de groupe et des entretiens individuels, en fait. D'accord. Voilà, donc ça dure une demi-journée ou une journée complète avec tous les candidats. Et à l'issue, ils reviennent vers Nîmes, et là, ils passent devant la commission. Et donc là, il y a tous les chefs de secteur, il y a le chef de la base, il y a... c'est la grosse commission, il y a à peu près 12 à 14 personnes. Il faut venir en cravate, quoi. Hein. Tout à fait. D'ailleurs, nous, on met la cravate pour accueillir les candidats. Et là, on finit le processus de sélection où on va voir les différentes questions que l'on souhaite poser aux candidats, parce que nous, on ne les a pas vues, en fait. C'est pour avoir un deuxième avis, quoi, quelque part. Les candidats seront auditionnés, et puis en fonction des résultats du CERPER, qui nous donne un titre indicatif, de savoir... Voilà, après, il y a un recrutement qui est fait par ordre. En fait, il y a un classement. Et en fonction du nombre de pilotes qu'on prend, les pilotes seront convoqués. Et il y aura une liste d'attente. D'accord. Voilà. Si on prend 2 pilotes, on en mettra peut-être 2 sur la liste d'attente. C'est déjà arrivé que des pilotes soient sélectionnés, qu'au dernier moment, ils nous disent non, je ne viens plus, je suis pris Air France. Donc, les mecs de la liste d'attente, ils m'ont mis. Est-ce que ça a été mon cas quand j'ai été recruté. Il y avait un poste, j'étais numéro 2 et le numéro 1 a décliné l'offre au dernier moment. À quel niveau quelqu'un peut se faire bouler dans le parcours à la sortie à Tours, à l'entretien ici à Nîmes S'il a peur de l'eau. Non, à Tours, on va pas lui donner de résultat à Tours. D'accord. Il ne sait pas le résultat. En fait, donc le résultat, c'est après vous, ici à Nîmes. C'est oui ou non, d'accord. Et il peut y avoir un résultat où c'est non, tu peux revenir, et non, tu peux plus revenir. D'accord. Alors, il y a une question de 0KA, parce que là, on a parlé de cette partie de recrutement. On parlait justement du largage sur feu. Est-ce que la chaleur agit comme une pompe sous un nuage, puisqu'on parlait tout à l'heure d'ascendance, et qui rejoint donc une autre question du même acabit sur, est-ce qu'on ressent, en fait, quand on est en cabine, le feu si on passe à 30 mètres... On sent sur les gros feux de l'Aniras, on sent effectivement le rayonnement de la... tu sens la chaleur quand même, de flammes qu'on a sur le côté, donc ça rayonne et on sent vraiment. Et en plus, on a une puissance thermique qui fait qu'on rentre comme un thermique que les planeurs utilisent, en fait. Et donc, on est bien secoué dans cette partie-là. Des grosses turbulences. Quand c'est très puissant comme ça, il faut faire très attention, parce que en même temps qu'il y a les flammes qui s'élèvent, on a des particules à l'intérieur, des morceaux de bois, d'arbres, et du coup, ça peut être ingéré dans les moteurs. Donc on évite quand même d'être trop près. D'accord. Mais il y a des fois, c'est assez sportif entre la partie thermique et la partie visu avec la fumée qui est avec le vent. On peut avoir 10 kg de visi et d'un coup on peut retomber à 1 kg de visi parce que la fumée s'est rabattue d'un seul coup. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on fait notre reconnaissance. D'accord. J'ai une petite question. Tu l'as vu le film Always de Spielberg, je suppose? À ton avis? Est-ce que les scènes d'incendie des avions là sont réalistes? Je sais pas, je pourrais pas dire. Comme les Américains sont assez forts. C'est ça. Je pourrais pas dire. Mais quand on voit les avions traverser, le mec est un peu bas, il traverse les pins là en feu et tout là. Je sais pas. Alors, on a parlé un petit peu de tout ça. Alors, il y a Kromza qui dit, y a-t-il un moyen de se préparer à l'étape de Tours où le fait d'être confronté à l'inconnu fait partie du jeu? Il y a les deux, on peut se préparer, c'est des tests, c'est vraiment de l'entretien, donc on peut se préparer à se présenter, à développer, voilà quoi. Alors, par exemple, il va y avoir des questions sur le parcours du candidat dans tous les cas. Donc, parce que tu disais un peu comme à Air France, donc il y a moyen de se préparer pour les entretiens Air France, comme tu dis, donc entretien en groupe et puis entretien individuel. Mais c'est adapté au milieu, entre guillemets,
procédure militaire, peut-être un peu plus rigoureuse ou Procédure, civile, procédure, mais non. surtout pas la particularité du métier. Ouais. Qui est un métier avec, on va dire, quelques risques malgré tout. Ouais. On peut pas Oui, voilà. on peut pas C'est un l'ignorer, métier à quoi. risque, d'ailleurs. C'est un métier à risque. Ouais. Faut le dire. Donc voilà, c'est. Et après les profils des candidats, on cherche des gens, comme on dit, bien câblés, mais surtout Ouais. avec un bon état d'esprit, en fait, parce qu'on travaille. C'est l'équipe. C'est une petite famille, quoi. Le pilote de La cohésion est importante. Vous arrivez à La cohésion détecter, est très importante. Et après, on est un peu aidé par leur père, en fait, ouais. puisque les gens qui se présentent viennent de l'armée, la plupart, et donc ils sont connus par des gars qui sont déjà Qui chez sont eux. déjà là, ouais. Donc, D'accord. après, Vous arrivez à détecter quelqu'un qui serait un peu, j'allais dire, va-t-en-guerre, mais tu sais, qui passerait un peu de limite, de Ouais, risque, il y a un sans il y a être un cinglé, jeune, mais... en recrutement, c'était un jeune pour être copidache, là, et il a voulu, il a pas bien pris le sens de la sélection, et il a voulu nous impressionner en faire, nous dire ouais, moi je fais dans ma compagnie, je suis le seul à faire ça, je décolle vent arrière, en fait, nous c'est pas ce qu'on recherche, Ah oui. surtout pas. oui, d'accord, oui, donc le mec, voilà. Et donc le pauvre, il s'est un peu. Ah oui, ouais, le mec... il s'est pris le pied dans le tapis. Oui, d'accord, je comprends. Bon, après, on l'a appelé. En général, on appelle les candidats après pour leur dire. Ce qu'il y a à l'époque, quoi, et puis... Ah, mais je croyais qu'il fallait vous impressionner et tout. Ben, non. Harry, cherche pas des cow-boys, quoi. SD13, sur une mission feu, et on parle justement un petit peu du travail en équipage, et on va aller dans l'avion juste après. Comment sont réparties les tâches entre le copier et le commandant de bord? C'est une très bonne question. Alors, les tâches. Mission feu, C'est vraiment un travail en équipage que l'on pratique sur le Dash. Donc, on va avoir le commandant de bord qui va s'occuper de la trajectoire et qui sera briefé au copie. C'est-à-dire que le copie va être, avant de partir sur la place feu, le commandant de bord va lui décrire toute la trajectoire avec la partie aussi sécurité en cas de panne moteur. Puisque ce qui va conditionner notre secteur de largage, ça va être la panne moteur. C'est-à-dire que si à un moment, sur toute la trajectoire, avec un moteur en moins, on ne peut pas se sortir d'un talweg ou d'une situation, on n'ira pas larguer. D'accord. Voilà. Donc, du coup, il y a ça. Et à partir du moment où on débute notre passe-feu, le commandant de bord va piloter et le copilote, lui, va tenir la manette de puissance et c'est lui qui va maintenir la vitesse avec la manette de puissance. Donc, on pilote vraiment, chacun à sa partie. Et le bouton qui largue, c'est le commandant de bord. Il est des deux côtés, mais c'est le commandant de bord qui largue. Et donc, le copilote, lui, étant donné qu'on a une plage de vitesse assez réduite, pour des limitations au niveau des flaps, en fait, du coup, c'est gros boulot pour le copi, surtout quand il commence à y avoir des turbulences. On a des variations de vitesse, des amplitudes qui sont des fois énormes. Donc, c'est un énorme boulot et il a beaucoup la tête à l'intérieur, justement, pour gérer tout ça. Et le port, il ne regarde pas trop dehors. Et vous larguez avec les flaps? Avec les volets? On largue configuration atterrissage. D'accord. Ah oui, carrément atterrissage, pas approche. Atterrissage, ah oui. Donc c'est plein volet, quoi. Le train. Plein de petits pas. Plein volet, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Pour avoir essayer de tenir, on essaie d'avoir une vitesse de 130 nœuds au le plus basse possible, quoi. D'accord. D'accord. Ok. Est-ce qu'on n'irait pas faire un petit tour dans l'avion? Moi, je veux voir l'avion. Comme ça, Pierre va pouvoir nous commenter les images qu'on a pu réaliser ce matin. Est-ce que ça vous dit? Si pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas encore à les poser, on les met de côté. Et il n'y a pas de problème. Allez, on part du côté de la base aérienne de la sécurité civile. Alors, il n'y a pas de son. On va les commenter en temps réel. Et vous allez avoir l'occasion de voir ce fameux Dash 8 sous plusieurs formes. Et Pierre va nous commenter un petit peu tout ça. Allez, hop! On lance ça et puis on va pouvoir mettre la petite incrustation, voilà, comme ça on nous voit. Donc on a parlé de plusieurs versions, version passager, version bombardier d'eau. Donc là ce matin on a vu la version passager et bombardier d'eau. Voilà, donc on voit les deux avions côte à côte là, un avec la grosse soute dessous et celui-là où il n'y a pas la soute justement. On les différencie bien déjà par la soute qui n'y est pas, mais surtout les quilles anti-roulis, là, les deux ailerons là, qui sont en bas là, de chaque côté. Voilà, et puis la distance entre le sol et le dessous du fuselage qui est beaucoup plus importante. Donc ça, c'est les points d'attache pour... Là, sur le côté, voilà, c'est les points d'attache, c'est la modification de l'avion qui a été faite au Canada pour pouvoir fixer la soute sur le fuselage, en fait. Voilà, et donc là, on voit tous les points, l'entrée d'air du moteur. Voilà. Donc ces moteurs, c'est un turboprop, c'est un PW150 de chez Pratt & Whitney, un des plus gros turboprop et qui
qui développe 4900 chevaux. On peut aller jusqu'à 5000 chevaux par moteur. Ouais. C'est déjà pas mal. Composé de 6 pales carbone, très efficace pour quand on a besoin d'avoir un frein moteur, très efficace. L'avantage du Dash, et c'est pour ça comme le Fokker 27, c'est qu'il a un train principal qui se situe de part et d'autre du fuselage. Ouais. Par rapport à un ATR 42, qui est un peu plus petit que lui, mais où le train est dans le fuselage. Ouais. Et donc, si on voulait le transformer en bombardier d'eau, on aurait du mal Ouais. à intégrer la soute à l'intérieur du fuselage. Et là, je vois les trains, ils ont l'air assez frêles quand même, non par rapport Non, à- c'est vraiment très costaud. ouais, Ouais. D'accord. Là, on voit le petit pot d'échappement là, à l'arrière de la queue, c'est notre système, notre APU. D'accord. C'est notre partie auxiliaire qui nous fournit de l'électricité et du froid ou du chaud Voilà. à l'intérieur de la cabine. Donc quand on est posé, ben là on voit derrière un avion qui part faire de l'entraînement, un bombardier d'eau. Ah, Le avec tout la vieux, soupe. c'est Alors, vraiment le premier Dash 8 qu'on a 73 là. reçu, D'accord. le Milan Qui a été 73, repeint. qui a été repeint aux couleurs des MRE quand ils sont arrivés, avec la nouvelle livrée. Alors là, on le voit d'ici, mais vous avez vu le peu d'espace qu'il y a entre le bas de la soute et le sol, c'est incroyable. Hein. Ouais, et pas grand-chose. Hein. Hop. Et, ouais, donc pour dire aux gens, l'APU, c'est un mini-réacteur, on va dire. C'est une micro-turbine. en C'est fait. une micro-turbine Voilà. et qui sur fournit... le Dash, voilà. sur le Dash, elle est utilisable que au sol. D'accord. Sur certains avions de ligne, ils peuvent l'utiliser en vol pour avoir un générateur supplémentaire en cas de problème électrique. Heureusement pour Bien. Sully. Ouais. Et, voilà. Et du coup, nous, même si on oubliait de la couper au moment du décollage, Ça se coupe. ça se coupe D'accord. automatiquement. Donc là, on voit la porte d'embarquement avec cette fameuse soute en dessous. Ah ouais, ça fait un gros... On dirait que c'est piqué par une guêpe quand on fait... Voilà. un gros gonflement, là, voilà. On va dessous avec la longueur de... Alors, on a 2 trappes, une de chaque côté. Ouais. Elles font à peu près 5,50 m, 5,60 m de long chaque trappe. Très difficile à régler, en fait, pour avoir une très bonne étanchéité. Du fait de la longueur de la trappe, en fait. D'accord. Donc, Ah oui. gros boulot chaque année, puisque l'hiver, les soutes sont démontées. Donc, ils ont Sabena un berceau, en fait, et ça permet de régler la soute avant de la mettre sur l'avion. Ah, oui. D'accord. Et donc, c'est accessible. Alors qu'avant, ils faisaient ça directement sur l'avion, et vu l'épaisseur, pour passer dessous et régler les trappes, c'était très difficile. C'est vrai que C'est sportif, les trappes, elles sont longues, donc du coup, il y a de la torsion, et Voilà, donc, c'est ça. voilà. D'accord. Ok. Alors là, On a voit, la bouche standard telle D'accord. qu'on peut retrouver sur des bouches à incendie au bord de route. Là. donc ça D'accord. c'est pour que le Milandrome. Voilà, au puisse, Milandrome, les met le équipiers tuyau dedans. viennent se brancher dessus avec un quart de tour. Et il y a un clapet anti-retour dessus, et donc nous D'accord. délivre de l'eau, du retardant, suivant ce qu'on va leur demander sur le fameux boîtier qu'on va voir dans pas longtemps. Oui. Et d'ailleurs, on aura Ah l'occasion. oui, il y a une question ouais, sur le... Alors il y avait cette question-là, on va y répondre. J'ai vu sur Facebook, Mais ouais. je tiens quand même à vous signaler qu'on aura l'occasion d'avoir Marion, qui est agent pélicandrome, Milandrome, qui viendra ici pour nous parler justement de son métier. Donc là, on, Bah oui, parle donc, en vol et on va parler aussi de ce qui se passe au sol. C'est vrai que je les Ce voyais sera là, à intéressant. Nîmes. Ah, C'est un toute métier, une il faut faire procédure, Très putain, attention, ouais. parce qu'on fait ça avec les moteurs qui tournent. Donc, Alors, est-ce que les Canadair peuvent aussi se faire remplir comme et ça? avec le même système. D'accord, très bien. Ok. Donc voilà le fameux boîtier. panneau de contrôle là, qui est éclairé lorsque la soute est active en fait. On commande ce boîtier là de l'intérieur de l'avion, on le verra tout à l'heure avec le tableau de bord. Et là, on éclaire, on choisit en fait, et au servant, on le dit à la radio, mais aussi il le voit dessus D'accord, quand il vient donc. brancher, on dit si on veut du retardant ou de l'eau. Donc D'accord. on va avoir un des deux voyants qui va s'allumer. C'est un drive en fait. Vous passez comment C'est- Ok. Ouais. Alors c'est moins rapide qu'un refueling en Formule 1, mais voilà. Oui. Non, mais oui, après, comme ça, on de a- l'intérieur, t'allumes, et puis le mec, il voit tout de suite, ah bah c'est de l'eau, tac, Voilà. il met en route Et la on a procédure. la quantité d'eau au fur et à mesure du remplissage. Ouais. Donc on a 1000 litres et le plein. Voilà. D'accord. Ok. Donc là, on voit l'avion par en dessous. Donc là, c'est marqué danger avec la ligne, c'est surtout pour l'hélice. Hein. Alors ça c'est la zone hélice en fait. Ouais, la Et zone hélice. Au Milandrome, au sol, on a une zone qui est dessinée au sol, D'accord. où les Les servants qui inter- viennent n'ont pas le droit d'aller se mettre D'accord, dans parce ce- que vous n'arrêtez pas le On moteur n'arrête au pas le pays. moteur. D'accord. En fait, au sol, on le met ce qu'on appelle un drapeau.
Ouais, et pas le son d'accord. déliré comme ça. Là. Ouais. Et du coup, ça brasse. Il n'y a aucune traction, Oui, il y a pas mais ça de- brasse voilà. sur place. Ouais, d'accord. Et alors, on le voit pas très bien, mais il y a aussi au niveau de cette zone-là, on en parlait tout à l'heure, l'avion il est dégivré, ce qui fait qu'il peut y avoir de la glace qui est projetée, il y a des Tout à protections. fait. Tout à fait. Je ne sais pas si on va le revoir sur la partie Ouais. transport, on le voit mieux, parce que là, la soute, elle cache un petit peu. Ouais, les renforts, là. Il y a une plaque supplémentaire sur la peau du fuselage, en fait, Ouais. Hop, je fais une qui petite vient pause ici. protéger le... Voilà, le ici on voit la fuselage. soute. Ça, c'est la soute cargo. Quand on a des passagers, ben, on met les bagages ici. D'accord. Voilà, donc là vous voyez quand même la hauteur qui est quand même assez imposante de. Il y a encore le Milan avec le Milan dessus dessiné. Non, il a été, mais c'est c'était celui qu'on a le vu. 73. Ah, c'était et le 73. Il a été repeint. D'accord. Alors ce Ça qu'on voit faisait ici, sympa, c'est ces fameux boudins d'anti-givrage, enfin de dégivrage. Dégivrage. Voilà. C'est du pneumatique, en fait, ça se gonfle comme une chambre à air de vélo. D'ailleurs, je crois qu'on va le voir, on va en voir un qui est démonté là, quand on a Ouais. été visiter le... Alors hop, j'enregistre deux petites questions qui arrivent. Quelle est la hauteur par rapport à un homme là parce que là, moi je suis debout quand je filme et ça fait... quelle dimension on a dit tout à l'heure? 25 mètres d'envergure 28 mètres 28. d'envergure. Et il fait 31 de long, donc c'est quand même... assez Ouais, long. c'est un beau bébé. Ouais. Alors hop, on continue. Là, de haut, il doit faire 10 mètres, là, non? Un peu plus. Un peu plus de 10 mètres. Petit travelling où là on voit justement... On voit La Pierre soute. déjà à gauche et puis on voit le... La longueur de la soute, soute qui est assez longue et qui est carénée devant et derrière par des carénages en fibre là, qui permet, au niveau aérodynamique, ça nous aide pas mal. Voilà, on ira à l'intérieur de l'avion juste après. Là, on voit l'avant, dans lequel il y a donc des soutes et il y a un radar météo qui est ici. Voilà. Et au-dessus là, voilà, on a ce petit rond noir. Là, en fait, c'est une caméra infrarouge. D'accord. Ah, Et, Ah oui. Et ça sert pour l'émission feu. avec un petit écran qui est au-dessus, on le verra aussi sur le tableau de bord, et qui permet de voir les points chauds quand on est en présentation ou quand on fait le tour du feu en fait. Ah oui, d'accord. Et donc avec ça, ça permet de bien localiser et éventuellement de nous aider. Ça peut être une aide au largage. D'accord. ouais. Alors on largue pas en regardant la télé, hein, Oui, non, c'est... on prend un axe moyen Voilà. et puis voilà, ça nous permet de... Mais ça nous dit s'il reste des points chauds ou pas. Ouais. Et on peut donner l'information aux pompiers. Ok. Alors, vous inquiétez pas les amis, je prends aussi les questions qui arrivent au fur et à mesure sur le chat et on y revient après. Donc là, on va rentrer à l'intérieur de l'avion et on va voir des images avec plusieurs configurations possibles. La première, ça va être tout vide. Voilà, ça c'est la configuration bombardier d'eau. Il n'y a plus rien, on va jusqu'à la soute derrière, et même pas la cloison. Et là, c'est la version passager, où on a donc nos 64 sièges. La cloison au fond, on ne voit pas la soute, bien sûr. Le siège arrière là-bas au fond gris, c'est pour la test de l'air. Et on en a un siège devant. Et Voilà. là, c'est un avion de ligne, finalement. C'est l'avion de ligne, tout à fait. Là, vous enlevez pas les sièges quand vous mettez la soute... Si, Ah, on si, a si, vu avant, c'est juste le tube- avant. c'est le tube tout vide qu'il y avait. Il n'y a pas les sièges, il n'y a pas les coffres à bagages, il n'y a pas la moquette au sol, tout est démonté. D'accord. Même pas de café, nous dit Lord Gibus. Bah si tu avais vu, il y avait une petite Et une cafetière. petite cafetière en mode transport. Alors là, on rentre dans le cockpit, les amis. Alors voilà. Alors déjà, hop, on va faire un petit arrêt là. Là, c'est une trappe. Voilà, c'est une porte d'évacuation en fait, en cas d'accident, on va dire, à l'atterrissage. Et si la porte du cockpit reste coincée, bloquée, on peut évacuer par là, ou s'il y a le feu, enfin voilà, les pompiers peuvent venir nous récupérer éventuellement aussi par ici. Ou quand c'est un pilote de Canadair qui est passé sur Dash et puis qui est parti couper. Avec le Dash. Les Il a oublié. Canadair ont aussi une porte comme ça au plafond qui s'ouvre. Alors hop, ici on a donc l'overhead panel avec tout plein de boutons. Voilà, qu'on va voir ici. Donc là on gère toute la partie électrique, la partie pressurisation, la partie chauffage. Et le panneau où il y a les petits voyants là, avec les grosses poignées rouges, là c'est toute la partie gestion moteur et coupe-feu en cas d'incendie et de feu moteur. Ça permet d'isoler le moteur du reste de l'avion. D'accord. Tout ce qui est hydraulique, Circuit, essence, kéro et tout, machin, tout est... Donc c'est des EFIS, des écrans. Ouais. Voilà, on a nos écrans, nos 5 gros écrans en fait. La petite sacoche rouge, là, c'est pour pas oublier qu'il y a les sécurités de train, donc on la met sur la manette de puissance. La poignée jaune et noire à gauche, c'est le frein de parking, le frein, D'accord. tout simplement. Voilà. Ok. Et la blanche à côté, là C'est pour les volets. D'accord. Voilà.
Et on a entre les deux écrans légers gauche, là c'est le tableau, tout ce qui est partie radio, FMS, communication. tout ça, Voilà. et puis plan de vol. Voilà. Et on va voir justement les deux Alors, petits ça c'est appareils. que radio, les FMS sont devant la... Ah, voilà, ah oui, ils sont là, d'accord. Les FMS, Ouais. à chaque côté. Voilà, avec moteur 1, moteur 2 évidemment. Et là, les moteurs 1 et 2 aussi sur la droite, là c'est pour Ici en tout ce qui est bas. la partie démarrage, on s'en sert pour ouvrir le carburant et modifier le pas des hélices en fait. D'accord. Hop, hop, on continue. Alors on va zoomer sur ce petit truc là. Voilà, ça c'est une option qu'on a Ah. sur les nouveaux, les MRE, D'accord. qui ne se trouve pas sur le 73-74, c'est notre incidence mètre en fait, notre AOA. Ah oui, Voilà. d'accord. Donc quand c'est dans le vert, ça va. Voilà, c'est des petites LED qui s'allument au fur et à mesure avec une palette à l'extérieur Mhm. qui fait office d'aile d'avion en fait et en fonction de l'incidence. Donc ça, je suppose que vous en servez Voilà, sur le en largage ou voilà, tout ça, pour regarder, peut-être. on peut utiliser ce truc-là. Sur le tracker, on avait ce qu'ils appellent le bip. Il y avait 3 signaux en fait. C'était un petit boîtier Ouais. et on utilisait aussi un peu ce système. Voilà, et puis on va arriver sur ces fameux petits boîtiers dont on parlait. Voilà. Voilà, celui-ci. Ce boîtier-là, c'est le boîtier de contrôle de toute la soute en fait. Donc on a le gros rotateur, la grosse poignée noire, ça permet de sélectionner au niveau de la soute la quantité que l'on veut larguer. Ah ouais, il y a autant de gradients de ça Ouais, pour. on D'accord. a un quart de soute, demi-soute ou soute complète et D'accord. par secteur on peut mettre plus ou moins en fait. D'accord. Et du coup, est-ce que ça influe sur le remplissage aussi? Ça, non, le remplissage c'est juste le petit carré qu'il y a au-dessus. C'est un petit compteur en fait où on met la quantité que l'on veut. Ah, et donc D'accord. eux, ils mettent la Et- quantité après. Et après, ils regardent les lampes, en fait, et ça agit sur l'éclairage des lampes. Au fur et à Des mesure deux que ça se petites lampes, remplit. ouais. Ouais. Et après, on a 3 boutons, 3 carrés noirs, où il y a le bouton marche arrêt, on va dire. Le bouton qui sert pour l'eau et le retardant, et le bouton qui sert à sélectionner les... Parce qu'il y a 2 cannes jaugeurs, en fait. Donc on a la canne avant, la canne arrière, et on peut faire la moyenne sur les deux. D'accord. Et le rectangle un peu vitré, c'est là où on a tous les petits digits qui s'allument quand la soute se remplit au fur et à mesure. D'accord. Et ça, c'est un boîtier pour les voyants d'alarme en fait, de la soute. Et le gros bouton entouré de jaune et noir, là, c'est ce qu'on appelle l'emerdrop. Ouais. Donc, quel que soit sur une passe-feu, à ce moment-là, si vraiment on venait avoir un problème, une panne moteur, Mhm. on appuie sur le bouton, les trappes ça s'ouvrent, ouvre, ça ça reste alerte ouverte tout. et ça Ouais. libère la charge en quelques D'accord. 2 secondes, 3 secondes. D'accord. Ou au décollage. Ou... Voilà. Vous voyez, on est dans les coulisses là, hein, les amis. Hein. Ouais, il y a même un 3e stage qui sera ponté en cockpit pour les privilégiés. Voilà. Voilà. Et on a eu l'occasion justement de voir aussi la partie un peu maintenance rétrofit, puisque tous ne sont pas équipés pareil, ce que veut dire le rétrofit. Ça, c'est uniquement les 2 plus vieux, 73, 74, dans lesquels on va rajouter un 2e FMS comme les nouveaux, Ah oui. de manière à coller au standard de la réglementation et pouvoir faire ces fameuses procédures GNSS, RNP, enfin tous ces trucs qui sont mis en place maintenant. Ils approchent Donc c'est un satellite. très très gros chantier de transformation au niveau de l'avion. Là on voit la fameuse APU de l'intérieur. Voilà, Donc là on est en dessous de la queue, à l'arrière. Voilà, dans le cône de queue en fait. Voilà. Ça ressemble à un turbo, hein, Ouais, ce c'est sont ça. des voitures, hein, c'est Mhm. le même principe. Voilà. Le moteur, On a le mais sans moteur cône d'hélice. ouvert, voilà, il n'y a pas le cône d'hélice, le capot moteur qui est complètement ouvert. Et on peut apprécier la taille du Pratt & Whitney, quoi, de la grosse turbine. Ah bah finalement, t'en fais du Pratt & Whitney. Tout à fait. Mais ça fait pas le même bruit. C'est pas le même bruit. Voilà. C'est pas tout à fait pareil. Voilà. Là, un petit zoom sur le moteur. Avec tous les accessoires qui sont fixés. Alors pour ceux qui regardent, hein, une turbine, c'est un réacteur Bah, c'est à ça. laquelle on a mis, Voilà. à laquelle on a mis une hélice en fait. Seulement un bras là, qui sort avec une hélice, un régulateur et puis voilà. Hop. Alors là, c'est une partie de l'avant de l'aile qui a été enlevée. Voilà, le bord d'attaque noir là qui fait partie des givrages. Dessus est montée la partie des givrages, la partie en caoutchouc qui se gonfle. On va voir juste après. Alors, la partie elle se gonfle avec de l'air qui est récupéré au niveau du compresseur du moteur qu'on a ici là, D'accord, sur ouais. les étages arrière. Là. Et ça envoie de l'air dans ce petit tuyau noir
qui diffuse l'air au niveau du bord d'attaque, et donc ça va gonfler par cycle au niveau de la longueur de l'aile, la dérive et la profondeur. Et donc la glace va s'accumuler dessus à partir d'une certaine quantité. On va déclencher le système et par cycle ça va casser la glace. Et voilà. C'est pas chaud quoi, ça chauffe pas en même temps quoi. Pas du tout, il n'y a que les hélices qui sont... Donc on a vu... C'est pas gonflé au niveau des hélices, c'est des résistances électriques. Ouais. On a vu des charnières et puis là, donc là on a un système de vis sans fin pour les volets. D'accord. Et là, ils sont en position telle qu'on utilise pour le largage, c'est-à-dire en fait sortie. D'accord. Voilà, on la voit bien ici. Voilà. Là. Voilà. Et donc là, alors on n'a pas vu parce que c'était un peu dans l'obscurité, mais il y avait on voyait les câbles, tu sais, des commandes. C'est assez marrant. Et donc là, ici, c'est au départ, on pourrait penser que c'était pas du firewire, quoi. C'est pas non, il n'y a rien au niveau électrique. C'est pas des commandes électriques, quoi. D'accord. Servo-commande. Et donc là, c'est à l'intérieur. Les capitonnages, en fait, permettent de cacher tous les couples, la partie un peu style laine de verre qu'ils mettent pour l'acoustique, l'isolation. Pour faire propre, quoi, c'est la tapisserie. Tout à fait. Voilà. Et ici. Ça, c'est le gros carénage avant de la soute, donc aérodynamique qui est fixé. Alors sur les vieux Dash, c'est un seul morceau, sur les nouveaux Dash, c'est plusieurs morceaux. Et beaucoup plus léger aussi, on a gagné du poids. D'accord. Voilà, avec l'autre partie à côté. Ben voilà. On a fait une belle visite, hein, ça part. Qu'est-ce que vous en pensez là, sur le chat là? Franchement, visite à l'intérieur avec des images que tu as fait cet après-midi. Privilégié, là, VIP, là, oui. Hein. Si le concept vous plaît, les amis, on peut faire ça. Je pense par exemple la semaine prochaine, puisqu'on va retourner aussi du côté des hélicos, rouge et jaune. Pourquoi pas? C'est très bien, super sympa. Exactement, il y a même une amarre. Oui, on parlait des équipements des avions, il y avait une ancre. Enfin, il y a une ancre dans les Canadair. Oui, voilà. Épatant ces images. Et bienvenue Indigoptère, bienvenue dans la zone aéro et déclencher le réacteur. Bon, en tout cas, ravi que ces images vous aient plu, épatantes ces images. Écoutez, très bien, si ça vous plaît, on va réitérer. Trop bien la partie tour avion, commentaire, refaire. Voilà. On s'en doutait un petit peu. Et puis merci à Pierre, on a organisé ça hier soir. On va être tout à fait transparent. Ça s'est fait comme ça, au pied levé. Au pied levé, voilà. Ouais. Parfait. Écoutez les amis, 21h02, on va revenir sur quelques petites questions. Vite, hein. C'est vrai. Ça va vite, hein. Alors, ça on en a parlé. Alors, l'Orgibus. Question. Eau potable, eau non potable, eau réutilisée comme parfois les pompiers qui ont des accès dans les piscines. Quid des remplissages des avions? Tout dépend où est-ce qu'on est alimenté. Ça peut être de l'eau potable. À Marseille, c'est ce qu'on avait. Après, ça peut être... quand je suis parti faire les feux en Russie, c'était de l'eau qui pompait avec des camions dans un étang qui était juste à côté. D'accord. Okay. Bon, elle n'était pas en très bel état, l'eau, là, mais bon... voilà. C'était vert, pour ça peut avoir ça peut avoir une incidence voilà, un peu sur le système. Non, pas du tout. Non. Tu mets pas le générique de dernière question, là, en mise de gaz? Non je sais pas. Oui, pourquoi pas. Donc, on termine, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 7 questions encore. Et donc, on va tourner la dernière séquence de l'émission, à savoir donc la foire aux questions, remise de gaz. Vous pouvez encore injecter 2 ou 3 questions à Pierre pour terminer cette émission avant de dérouler le programme de la semaine prochaine. Donc, foire aux questions, remise de gaz tout de suite. Ah oui, on remet les gaz. On remet les gaz, c'est reparti pour un tour. Donc, dernier tour de piste, là, il y a encore des questions. La première question de l'Orgibus, on l'a posée, on y a répondu. Free Flight, pourquoi, très bonne question, pourquoi vous avez choisi le nom de Milan pour les Dash? Qui a choisi et pourquoi? C'était l'ancien chef de secteur là, quand les Dash sont arrivés, et puis le Milan, c'est l'oiseau un peu emblématique en fait. Là, ici, qui surveille. Voilà. C'est vrai que les Milan, c'est impressionnant, c'est un gros rapace, le Milan, c'est pas un petit faucon, un petit truc comme ça. Chromza, combien de temps prend un changement de configuration pour passer de... Alors, il faut compter, allez, on va dire une journée. Voilà.
Une journée. Ah ouais, quand même. Ouais. L'idéal, c'est si on peut avoir une demi-journée, mais ça nécessite d'avoir une bonne 10-12 mécanos dessus. Sinon, une journée, on est pas mal. Une journée. Mais de toute façon, en saison feu, tous les Dash ne sont pas équipés feu. Bon, si. Ah d'accord. Et donc du On coup... peut les transformer quand il y a par exemple de l'interopérabilité qu'il faut partir à l'étranger. À ce moment-là, on peut se servir du Dash pour transporter les mécanos des pilotes de Canadair, du matériel. Mais on va pas enlever la soute, puisqu'on a une version qui permet d'avoir 19 sièges. D'accord. Une cloison, et on peut amener 4 tonnes de fret derrière. D'accord. Ou on peut aussi mettre la version PAX à l'intérieur, complète comme on a vu, et garder la soute. La soute vide, Sauf bien que sûr, là, mais... voilà, on ne peut pas aller au feu. Mais le problème, c'est que la soute prend du poids. On transporte la soute. Quoi. Voilà. Donc après, il faut voir avec les passagers, le bagage qu'ils ont besoin d'amener. Voilà. D'accord. Toilette Paper Kit, tiens, d'ailleurs, il y a des passerelles. Est-ce qu'il y a des passerelles Dash Canadair pour les pilotes? Non, c'est sectorisé. Donc les pilotes qui arrivent sur Dash, ils restent sur Dash. Et puis sur Canadair, pour le moment, c'est comme ça. Il y a eu, mais là, il y a pas. Il y a plus. En général, ils arrivent sur Beach et après, c'est... Non, s'ils sont sur Beach, ils restent sur Beach. Ah, d'accord. Et avant, ce qui se faisait, c'est que les pilotes commençaient copilote Canadair. Ils allaient pour faire leur formation sur Tracker, commandant de bord et chef de Noria. Et à l'issue de leur formation, en fonction de la liste de seniorité des départs, ils revenaient et ils finissaient commandant de bord sur Canadair. Ah, bah c'était comme Air France. Voilà. Donc, pareil. Là, on a simplifié parce que ça demande quand même pas mal de ressources. C'est très long à former un pilote. Et du coup, ça a un coût aussi. Et du coup, on se limite à ce niveau-là. Et donc, voilà. Et d'ailleurs, les pilotes de la Sécu civile sont formés par les pilotes instructeurs de la sécurité civile. Il n'y a pas d'entité qui existe qui forme des pilotes comme des écoles. Jusqu'à cette semaine, c'est les pilotes qui passaient la qualif d'H8. Là, on allait à Toronto et c'était l'organisme américain Fly Safety qui nous faisait les simulateurs et les tests. Et là, depuis cette semaine, on a eu notre agrément au niveau du GASC, en fait, où on est capable. Et on a la ressource pour former nos pilotes de zéro jusqu'à la QT, au lâcher, bombardier d'eau, transport, enfin, on est complètement... C'est attendu ça quand même. C'était 2 ans de travail un peu acharné, quand même, beaucoup de boulot pour monter tous ces dossiers-là. Et du coup, on est très heureux d'avoir eu cet agrément cette semaine. Donc finalement, la sécurité civile est une école de pilotage. Tout à fait. Mais c'est vrai, c'est particulière, mais c'en est une. Voilà. Allez, deux petites dernières questions. Toilette Paper Kit, quelles sont les évolutions en interne? C'est ce que tu viens d'expliquer à l'époque avec ces changements. Mais du coup... Après, on a la possibilité, pareil depuis peu, en fonction des pilotes, ça peut être aussi un pilote civil, qui peut avoir une évolution du passage de droite à gauche. Voilà. Donc il y a certains critères, il faut avoir fait 10 saisons de feu, enfin voilà, c'est quand même assez long. Mais on ne s'enlève pas cette possibilité-là. D'accord. Et après, peut-être, là on parlait de pilotage, mais il y a peut-être aussi des postes, on va dire à responsabilité entre guillemets. Oui, après, les secteurs sont organisés, les 3 secteurs de la même manière. Donc le chef de secteur, les chefs pilotes, on a un officier de sécurité aérienne qui est... Voilà. Et après, on a l'officier de sécurité générale de la base, l'OSAG en fait. Voilà, plus le chef de la base. On a 2 CPN, chef du personnel navigant. On a 2 chefs des moyens opérationnels. Donc tous ces postes-là, c'est des pilotes qui les utilisent en fait. Et du coup, il y a cette possibilité-là d'évolution aussi au niveau de l'encadrement. Qui n'est pas inintéressant, c'est beaucoup de travail, mais c'est pas inintéressant non plus. Ok, oui, je ne sais plus si c'était la question que j'avais affichée ou pas. C'est celle-là. C'est celle-là. Ok, très bien. Et puis, enfin, dernière question de J'entends rien. Quelle est la consommation de l'avion, du Dash? Bon, le Dash, on compte en moyenne 1 tonne à l'heure. Voilà. Quand on est en croisière au niveau de 50, là, on peut tomber à 850 kg heure. Alors l'avantage c'est qu'il va très vite comme avion. Il va très vite, oui. C'est vrai qu'il est fin quand même. De 360 nœuds au niveau de 150. Donc, on va dire qu'on a déjà pas fait la course, mais entre Marseille-Bastia, Marseille-Ajaccio, avec un Airbus 320, on a 12 à 13 minutes de différence. Ah oui. Voilà.
D'accord. Et bon, on imagine qu'avec les Canadair, on a un bon rayon d'action aussi, on fait 1500 nautiques avec un plein standard en fait. Ouais. Et d'ailleurs, on descend sur l'île de la Réunion depuis plus de 10 ans maintenant. Alors, on fait plusieurs étapes, mais voilà, on arrive à aller, en 2 jours, on est sur l'île de la Réunion avec le DAF. Et vous passez par où à peu près pour voir On fait l'Égypte, la Crète en fait. Ouais. On descend l'Égypte, tout le Nil. On fait une stop à Djibouti. Ouais. Et après, on descend à Tanzanie, Kenya, Zanzibar, on passe au-dessus de Madagascar et puis direct la Réunion. D'accord. Et il y a des feux de forêt à la Réunion souvent? Tous les ans, il y a eu des très gros feux en 2010 puis 2013. D'accord. Et depuis, on y va tous les ans. On fait notre 2e saison feu, nous, dès que c'est fini ici, on part à la Réunion jusqu'au mois de décembre. Ah ouais, ça s'enchaîne. D'accord. Il y a combien de Dash qui vont? Un seul, ouais. Et en 2010-2011, on a été les 2 Dash et tous les pilotes du secteur. Tout le monde est parti là-bas. Ah oui. Parce qu'il y a eu plus de 3500 hectares. Et surtout, c'est sérieux, c'est le parc national. Oui, voilà, c'est ça. Puis... Le parc de l'UNESCO aussi, donc en protection avec... Puis c'est une île, on ne peut pas s'échapper. Hein. Les animaux, c'est pas bête. Bah, puis les hommes aussi. Oui. Oui, puis là, s'ils se jettent à l'eau, il y a des requins là-bas. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai une dernière petite question. Il y a aujourd'hui, on en entend beaucoup parler, et c'est vrai que l'actualité le montre. Il y a beaucoup de gens qui sont inspirés en ligne, que ce soit au niveau des instructeurs, au niveau des pilotes. Il y a beaucoup de turnover. Est-ce que vous êtes soumis aussi à ça, à la sécu civile? C'est-à-dire des gens qui disent au bout d'un moment, ça y est, j'ai fait le tour de la question et moi je veux partir. Comme je disais, les jeunes qui arrivent à 25, 27 ans chez nous, au bout d'un moment, peut-être que pour eux, après je ne suis pas dans leur tête, mais ils ont fait le tour de la question et puis ils sont amenés, et surtout en ce moment où ça aspire de partout, et il y a des pilotes de partout. Donc on a régulièrement des pilotes qui quittent la sécu. Est-ce que vous avez une philosophie qui recherche plutôt des pilotes qui resteraient toute une carrière? C'est très difficile à déterminer. Parce que vous préféreriez quoi en fait? Des gens qui restent? Oui, ça serait beaucoup mieux en fait, pour fidéliser ces gens-là. Et puis parce que, comme je vous dis, c'est entre 4 et 5 ans pour former un pilote. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est de l'investissement. Voilà, donc c'est un investissement. Si au bout de 5 ans après, au bout de 10 ans, après, finalement il s'en va. Quelqu'un qui arrive à 25 ans ou moins, en fait. C'est la carrière, elle est longue, on peut aller jusqu'à 67 ans. Donc du coup, il ne se voit peut-être pas, il ne se projette pas, peut-être à 40 ans plus tard, toujours à la sécurité civile à éteindre des feux. Donc voilà. On parlait justement de la TPL aussi, donc le brevet de pilote de ligne, qui prend tout son sens aussi, parce que vous faites des missions de transport pour les ministères. Donc ça c'est un mandatory au niveau des critères pour pouvoir accéder à cette fameuse qualif de type en fait. Ouais, voilà. D'accord. Okay. Et d'ailleurs, on fait passer, après nous, maintenant, on fait passer les ATPL pratiques, non plus du théorique. Parce qu'en fait, c'est pas un métier de routine, quoi, par rapport à... là, non, c'est... même un par rapport à pilote de ligne. On fait du transport avec différentes configurations. Ouais, bien sûr. Du fret, du mix, donc on est toujours en permanence dans des différentes perfos, des différents calculs, enfin voilà, mais c'est vraiment pas monotone. Ouais. Question de 0K, est-ce que la politique salariale qui est employée à la sécurité civile est comparable à celle des compagnies? Alors, on parle d'Air France, mais là c'est vraiment un cas un peu particulier. Mais... Non, on va dire c'est un petit peu particulier du fait du métier à risque en fait, avec différentes primes qui sont associées. Donc voilà, c'est... Mais bon, voilà, on a quand même des salaires, on va dire, honorables. Ouais. Oui, et puis bon, après, le pilote, il faut qu'il soit bien dans sa vie, quoi. S'il est payé au lance-pierre... Oui, puis il y a des contraintes, comme le dit d'ailleurs Free Flight, où il nous dit qu'il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas de vacances, pas de vacances en été. Il y a des contraintes, oui, mais... Il faut vivre avec une certaine sérénité pour faire ce genre de métier. Et puis monter dans l'avion sans se poser de questions, quoi, en disant il faut que je fasse mon métier, et puis voilà, je suis content de le faire. Ok, bon bah écoutez les amis, 21h14, ben oui. On a bien débordé. Comme quoi. Bravo pour l'engagement, un métier plein de sens, nous dit 0K. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc j'espère que notre entretien que vous avez eu aussi avec Pierre vous a plu. Avant de nous quitter et avant de nous donner les derniers mots ici, on va aller faire un petit tour du côté du programme très rapidement. Hop, non, c'est pas celui-ci. Alors il est où? Il est là, voilà. Et c'est ici, de toute façon il n'y en a qu'un, c'est celui de la semaine prochaine. Voilà. Puisque nous vous donnons rendez-vous à 19h30. On reste à la sécurité civile. La semaine prochaine, on va passer en face.
parce que c'est de l'autre côté de la piste. Voilà. Et on aura la chance d'avoir Sébastien Cognot qui était tout à l'heure dans le chat, qu'on salue, qui viendra nous voir pour nous parler de son métier de pilote instructeur, mais du côté des hélicos cette fois-ci. Donc on essaiera si possible de faire des images comme on a fait aujourd'hui et ça devrait être assez sympa. Bravo, belle émission, merci Denis, super émission, merci Toilet Paper Kit, merci 0K, merci à toutes et tous, ça fait bien plaisir. C'est super. Voilà, merci beaucoup. Hop, on revient donc ici. Que vous dire de plus, les copains? Ah, ils applaudissent. C'est aussi la capacité de Twitch. Voilà, merci à vous les amis, super émission. Paolo. Merci bien. Donc le programme on en a parlé. Oui. Je vais à Bron là samedi. C'est un rendez-vous. Il y a un salon de la maquette, donc je vais aller voir. Je vais peut-être ramener quelques petits trucs. C'est la course à l'aviation, bien sûr. Oui, bien sûr. Juste un petit message à dire personnel, c'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui, Camille. Ah bah ouais, bon anniversaire. Joyeux anniversaire à Camille, on envoie envoyez plein de petites émotes là, tiens les amis là dans le chat. Dans le chat. Plein de petits avions bon là, anniversaire à Camille. Allez, on envoie plein de trucs. À quel âge? 28. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Voilà, 0K qui offre le business à Emerico. Merci beaucoup, 0K. Merci pour le soutien. Voilà, il y a plein de petits cœurs dans le chat. Bravo. Merci beaucoup. C'est beau. Ça, Merlin, ça. Alors, Rolls-Royce Merlin, ça. En ce qui concerne les replays, malgré les petits soucis la semaine dernière, ou il y a 15 jours avec Amal, on avait parlé d'hydrologie, on avait parlé de lidar, d'études justement d'hydrologie par l'avion. L'émission a été mise en ligne par notre ami Julot aujourd'hui même, donc le replay est en ligne sur YouTube, vous pouvez aller le visionner si vous le souhaitez. On vous rappelle également que la zone aéro reste disponible pendant toute la semaine sur Discord. Le lien va s'afficher dans un instant sur le chat. On vous invite à venir nous rejoindre puisqu'on continue les débats, les échanges là-bas. Les réseaux sociaux évidemment, LinkedIn, Instagram, on a Twitter où vous avez les programmes qui sont diffusés et les rappels de nos différents invités qui viennent nous voir. Et puis enfin donc le raid, on vous invite à rester avec nous le temps du raid puisqu'on va aller basculer chez une autre chaîne pendant le générique, donc restez bien avec nous. En plus on a une nouvelle image de générique, donc restez bien là et puis vous envoyez plein de petites émotes de la zone aéro à la chaîne sur laquelle on arrive, comme ça ils connaîtront tout ça. Voilà. Merci Pierre. Merci Pierre. Merci beaucoup. C'était sympa. On a appris beaucoup de choses parce que c'est vrai que c'est un métier très très intéressant. Eh oui. Et métier qui fait rêver, les invités en présentiel versus la viso, c'est bien mieux. Bah oui, mais on s'adapte. Hein. Tu sais que le métier de pilote est très prenant. Et on n'imagine pas faire une mission comme ça en saison. Non. En saison feu, c'est pas possible. Compliqué. On oublie. Donc voilà, c'est pas démarré, alors on en profite. Et merci encore à Pierre de s'être prêté au jeu pour une première sur Twitch. Peut-être pas la dernière. Et puis à renouveler. Ouais. Voilà, restez avec nous, le raid dans quelques instants, envoyez des emotes et puis donc nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine, ici aussi, au bar de la zone, avec Sébastien Cognot qui sera avec nous pour parler hélico et toujours de la sécurité civile. Merci les copains, passez une bonne soirée et à la prochaine. Bye bye. Took me that life is quite serious.